Bon matin à tous. Vous m'entendez bien? Oui, good. Je vous souhaite un bon début de semaine. Est-ce que certains d'entre vous ont participé au congrès virtuel qu'on a eu samedi? Jonathan lève la main. Est-ce qu'il y en a d'autres d'entre vous? Non? Caroline? Caroline avec un K? Il faut que je vous différencie les filles. Si on était en classe, ça serait plus simple, mais non, en virtuel, c'est pas. Comment vous trouvez ça? Pas mal plus intéressant que je pensais, honnêtement. C'est un petit peu, Jonathan. J'ai pas de volume de mon bord. Vas-y, continue. C'est pas mal plus intéressant que je pensais, honnêtement. J'ai pas pu tout voir, malheureusement. Il a fallu que je quitte travailler pour 2 heures. Fait que j'ai eu le temps de voir Daniel, puis 20 minutes de celle qui suivait. Puis, il a fallu que non, je mais l'avant-midi était vraiment intéressant. Non, c'était intéressant, effectivement. Caroline, toi, comment tu as trouvé ça? Aussi intéressant que l'an passé. J'ai beaucoup aimé, surtout justement la présentation de Daniel. Puis c'est sûr que je vais réécouter parce que je n'étais pas là en avant-midi, donc j'ai pas vu. Pas en avant-midi, excuse-moi. J'ai pas vu juste avant ça l'avocat, puis il paraît qu'il était vraiment bon. Oui, bien surtout, j'ai hâte de voir cet après-midi avec les troisièmes parce que justement, on avait vu plusieurs choses. Là, en éthique, c'est ce qu'on voit directement, la réglementation, ce qu'on va voir, ce que je vais voir avec vous l'an prochain. Fait que c'est quelque chose qui était vraiment intéressant. Honnêtement, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, puis j'ai écrit à l'ordre pour, les féliciter parce que c'est vraiment, moi, j'ai trouvé ça, super intéressant parce que, on avait, oui, la réglementation, mais on avait une psychologue, un orthophoniste, un audiologiste, un audioprothésiste, puis un ORL. On s'entend là, que c'est une équipe multi là, qui est avec laquelle, c'est des gens avec lesquels on travaille. Fait que d'avoir, puis surtout que quand elle nous a présenté le processus de deuil, ce que j'avais vu avec vous autres durant le premier cours, fait que c'était pas. Moi, je dis pas de niaiserie. C'est le fun quand je vois des conférences, je les écoute, puis je dis, bon, finalement, je dis pas de niaiserie aux étudiants. C'est toujours pas pire, ça me réconforte dans une certaine mesure. Je vous dis jamais de niaiserie, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était. Puis encore là, ceux qui n'ont pas participé, c'est pas grave. Là. C'est pas... Il n'y avait pas d'obligation de toute façon. Là. C'était. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est le fait que, aussitôt que ça a terminé, ben, j'étais déjà chez nous pour faire le souper, puis on pouvait, il n'y avait pas de route à faire, il n'y avait pas. Puis comme je disais tantôt, c'est que j'ai suggéré à l'ordre qu'on puisse avoir ça en hybride. C'est-à-dire que ceux qui veulent se déplacer, qui veulent assister en présence, qui aillent, mais pour ceux que c'est plus difficile de se déplacer ou pour peu importe la raison, qu'ils l'offrent en méthode hybride, autant virtuelle qu'ils l'offrent en présentiel. C'est pas. Ça peut être, en tout cas, moi, je trouve que c'est une formule qui est intéressante. Entre autres, pour les symposiums, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Puis je pense qu'il rallierait beaucoup plus de monde. Puis c'est pas. Parce qu'après ça, je n'ai discuté avec ma blonde, qui est audioprothésiste aussi. Fait que nous autres, on avait 2 ordi branchés, mais on l'écoutait sur le même parce qu'il fallait justifier notre présence de temps en temps. On disait, ben, c'est intéressant parce que il y a des gens qui n'ont pas besoin de se regrouper, ils n'ont pas besoin d'aller voir, pas besoin d'être sur place, pas besoin. Alors que d'autres ont besoin de ça. Fait que c'est sûr que c'est. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant. Honnêtement, là, c'est pas. C'est évidemment pas que j'ai appris énormément de choses. On vous enseigne, fait qu'on est au fait des derniers trucs, là. C'est pas. Mais ça demeure que c'est intéressant et que c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine. Puis moi, je leur suggère de répéter ça. C'est vraiment de le mettre en mode virtuel. Là. Je pense qu'on va. C'est quelque chose qui va rester. Je veux dire, le fait d'être en virtuel, en présentiel, c'est pas. Même si l'an prochain, c'est à Saint-Sauveur. Qu'il l'offre, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, voici mon petit préambule. Oui, Jonathan? Ouais, peut-être juste leur suggérer de laisser 5 minutes entre les conférences. Ben, ça finit une, l'autre embarque tout de suite, puis t'as même pas le temps de. D'aller aux toilettes, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ou d'aller te chercher un verre de vin ou d'aller te chercher je sais pas quoi, là, surtout dans l'après-midi. Non, je fais des blagues, là. Mais c'est quelque chose qui était, personnellement, qui était intéressant, là. Tiens, on vient de retrouver Patrice. C'est bon, c'est bon. Salut, Patrice. Problème avec la connexion à cause de la fréquentation scolaire, en tout cas. OK, c'est bon. Ben, en tout cas, on t'a retrouvé, c'est ce qui est important. Merci. Donc, c'est pratique d'avoir des collègues qui restent pas loin ou qui restent dans le même bloc ou qui restent en tout cas pas loin. Là, on peut se partager. Là, c'est intéressant. La semaine passée, je vous avais demandé 2 lectures, 2 documents. Il y en a un qui date de 2011, un qui date de 2012. Le premier avec Gus Mueller, puis le deuxième, c'était plutôt une comparaison entre les méthodes prescriptives et entre autres, ça venait du AAA, l'American Audiology Association. C'était de l'American Journal of Audiology, en tout cas. Puis eux autres, ils faisaient une comparaison avec la méthode de Cambridge Method of Equalization.
Je vous avais parlé à un moment donné que l'Université de Cambridge en Angleterre voulait sortir une méthode prescriptive. Et il faisait la comparaison, entre autres, dans cette... Cassez-vous pas la tête, il n'y aura pas de question à l'examen là-dessus. Mais je trouve que c'était important parce que ça reste que c'est des articles qui datent de 8-9 ans. Mais si on regarde celui-là avec Gus Mueller, il vient renforcer le fait d'utiliser des méthodes prescriptives qui sont reconnues, qui sont établies, un peu comme Daniel disait hier, pour ceux qui ont écouté, parce que hier, la conférence à Daniel, c'était sur l'appareillage pédiatrique. Dan en fait un peu plus que moi. Nous, on en a moins, on a plus des enfants, c'est-à-dire on a des scolaires au bureau, mais des bébés, à part ma blonde qui en a fait quelques-uns. On n'en a pas tant, on a plus des enfants, là, des scolaires, des pré-ados, des ados. Et d'utiliser des méthodes prescriptives qui sont, au fur et à mesure des années, qui sont toujours rehaussées, qui sont toujours corrigées, un peu comme je vous parlais la semaine passée quand on a vu les méthodes prescriptives. Et c'est quelque chose qui est important d'utiliser, c'est quelque chose qui est important de s'assurer d'être toujours à jour. Et c'est ce que Gus disait dans son article. C'est-à-dire qu'il commence son article à la question numéro 1, puis il dit que seulement 45 des audiologistes, en 2011, 45 des audiologistes qui utilisent des mesures in vivo pour mesurer le bénéfice des prothèses auditives. Fait que, il renforce le fait d'utiliser des méthodes prescriptives, d'avoir notre équipement à jour parce que ce sont des méthodes qui sont éprouvées. Mais au surplus, c'est qu'on doit vérifier tout le temps. Nous autres, on est fatigués avec ça, on va vous en parler tout le temps. Il faut toujours vérifier. Avec un patient, on vérifie toujours l'utilisation des méthodes prescriptives, on fait toujours une vérification des seuils. Comme Daniel disait avec les enfants, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier évidemment le RESR, le 85 ou le 90, puis on va mesurer le 65. Souvent, chez les jeunes, on n'est pas capable de mesurer le 55 et le 75, mais quand on est capable de faire les mesures, on le fait. Puis chez les très jeunes bébés, ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on va utiliser les potentiels évoqués auditifs parce que les seuils d'audition vont se préciser plus tard, puis on n'est pas capable de mesurer de toute façon des seuils chez des enfants de 4-6 mois, par exemple. Donc, on va utiliser les potentiels évoqués auditifs, on va faire le RECD et on va faire l'ajustement dans la boîte parce qu'on sait que toutes les recherches et toutes les études qui ont été faites, c'est que lorsque j'ai un RECD ou le WRECD, tout dépendant de l'appareil qu'on mesure, qu'on utilise pour faire la mesure, c'est que lorsque je fais la mesure dans la boîte de test, j'ai une mesure qui est très, 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 très semblable à ce qui est dans l'oreille du patient. Donc, c'est d'autant plus important de bien maîtriser la mesure du RECD ou du WRECD, c'est le même positionnement, mais surtout, si on se rappelle le premier cours qu'on a fait ensemble, c'est de savoir l'interpréter. Est-ce que ma sonde est assez loin? Est-ce que j'ai une bonne étanchéité? Est-ce que ma mesure est probante? Est-ce que tous mes facteurs de correction pour faire la mesure, c'est un enfant, j'ai utilisé l'embout ou parce que souvent, chez les jeunes bébés appareillés, pour faire le RECD au remplacement de l'embout, on va utiliser l'embout de l'enfant. Parce que mettre la sonde, mettre la mousse, enlever, mettre l'embout, puis ce que ça nous permet de faire, c'est que souvent, chez un jeune bébé, puis on est capable de faire le RECD, oui, on triche en prenant l'embout, puis l'audiogramme n'a pas été fait avec l'embout, là, parce qu'avant que quelqu'un lève la main pour dire « Patrice, tu nous as toujours dit, on fait le RECD avec le même transducteur qu'on a fait l'audiogramme, mais chez le jeune bébé, ce que ça nous permet de faire, puis comme Daniel l'expliquait hier, pas hier, mais avant-hier, c'est que tu mets la sonde 4 mm au bout de l'embout, puis tu prends un ruban chirurgical, puis tu vas accrocher, tu vas taper, excusez le mauvais terme, tu vas coller la sonde à l'embout. Fait que tu es certain que tu dépasses l'embout et tu es certain du positionnement. Puis là, tu es capable de prendre le RECD, après tu mets la prothèse, et hop, tu es probablement capable de faire des mesures d'insertion. Au lieu de mettre la sonde, la mousse, après ça, bon, t'attends, puis là, l'enfant ne peut pas se débattre, mais ça ne tente pas. Alors que si tu mets l'embout, tu mets la prothèse, c'est une question de manipulation. Puis on sait qu'avec les jeunes enfants, on va mesurer régulièrement, donc nos mesures se précisant. Oui, on fait un accro, disons ça comme ça, à la procédure, mais des fois, contre mauvaise fortune, bon cœur, on va le faire. Oui, Dave? Est-ce que ça peut faire en sorte que ça vienne écraser ta sonde puis que dans certains cas, ta mesure, genre, elle fait en sorte que ça ne fonctionne pas? Ou... La question a été posée, d'ailleurs, quand Daniel a fait sa conférence. Ah. L'oreille de... Non, mais c'est super pertinent, Dave, c'est très, très bon. Il faut comprendre que l'oreille d'un enfant, c'est beaucoup plus mou que l'oreille d'un adulte, par exemple. Donc, la chance qu'on écrase la sonde, d'autant plus qu'on n'a pas un embout en lucite, en plastique dur, on va avoir un embout en silicone souvent, on va avoir un embout qui va être semi-rigide ou à la rigueur mou.
Avec la chance qu'on écrase la sonde, elle est plutôt minime. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut vérifier si on obtient des mesures qui sont un peu bizarroïdes ou particulières. Donc, ça demeure quelque chose qu'il faut vérifier. Et c'est encore là l'aisance qu'on a de bien analyser, de bien comprendre notre mesure RECD va faire foi de tout. Parce que si on a une mauvaise mesure RECD, bien, toute notre chaîne de mesure ou toute notre chaîne d'ajustement ne sera pas bonne. Donc, ça a quand même une incidence qui est importante. Donc, c'était dans les méthodes prescriptives. Puis d'ailleurs, Daniel, ce qui est particulier, parce que je vous ai mis un document dans les ressources qui vient du ministère de la Santé de l'Ontario, qui est comme un guide, un guidelines, ça veut dire des lignes directrices d'appareillage chez les enfants. Puis c'est exactement ça que Daniel a utilisé hier. C'est quelque chose qu'on avait l'année passée, qu'on a vu l'année passée. Ça date de 2019. Donc, c'est dans les plus grands chercheurs canadiens qu'on a, Bagato, Scully, il y en a plein là, qui viennent de Western Ontario. Donc, c'est vraiment un guideline qu'on peut se servir. C'est quelque chose qui est canadien et c'est quelque chose qui est éprouvé, qui est scientifique et qui est très, très probant. Donc, dans l'utilisation qu'on peut en faire dans l'appareillage pour les enfants, ce guide-là est quand même très, très important. Ça va beau venir de l'Ontario, ça demeure un enfant ontarien, un enfant québécois, un enfant albertain. On utilise les mêmes standards, donc c'est quelque chose qui est intéressant à cet égard. Donc, c'était ma petite introduction du lundi matin. Donc, on va commencer avec le cours d'aujourd'hui. Donc, le cours d'aujourd'hui, ce qu'on va voir. Donc, aujourd'hui, on va voir vraiment les embouts, les coquilles. On va être vraiment en train de voir. Et la semaine prochaine, on va regarder beaucoup plus les modèles de protège, plage d'application, puis on va voir les microphones directionnels. La semaine prochaine, c'est ce qu'on va voir. Donc, on voit vraiment l'emboutologie, on va voir les embouts, matériaux, coquilles, bouchons particuliers. C'est que, il faut comprendre que on a vu les méthodes prescriptives, on a vu comment on fait une historique de cas, on a vu, voyez-vous, là, c'est comme si on segmente vraiment notre sélection de prothèses auditives. Bon, quelle méthode on va utiliser? Quel modèle de prothèse on va aller voir la semaine prochaine? Qu'est-ce que j'ai fait dans mon historique de cas qui va faire que ça va me permettre de choisir quel modèle de prothèse auditive? Tout ça est segmenté, mais tout ça, évidemment, se fait au fur et à mesure. Ce qu'on appelle l'emboutologie, c'est tout ce qui concerne les embouts, les dômes, les coquilles, à la rigueur, bouchons spécialisés, bouchons de baignade, bouchons contre le bruit, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on va voir un peu plus tard les microphones directionnels, un petit peu, c'est ce qui se retrouve dans les prothèses auditives. Donc, dans les embouts, comme on peut voir, il y a énormément de modèles d'embouts. Vous avez vraiment déjà vu, c'est rien de nouveau sous le soleil, mais chaque modèle d'embout a une utilisation particulière et, je vous dirais, un but particulier. Ça peut être un but qui est morphologique, c'est-à-dire la forme du conduit auditif, la forme de l'oreille nous appelle, nous demande d'avoir un embout plus particulier. Dans certains cas, ça va être un modèle de prothèse auditive. Si on regarde le premier embout qui est sur le côté ici, qui est complètement en haut à gauche sur votre écran, ça trahit un peu mon âge et depuis le temps que je fais de la prothèse, c'est qu'on utilisait ça, par exemple, sur des prothèses de corps. Ça n'existe plus maintenant, il n'y a pas personne qui fabrique des prothèses de corps. Mais moi, quand j'ai commencé à pratiquer en 1991, oui, je le sais qu'il y en a qui étaient probablement pas nés dans votre gang, à l'époque, c'est qu'on avait des patients qui avaient des pertes auditives extrêmement importantes. On parle soit des surditeurs ou des mespétissants, par exemple, qui avaient besoin d'énormément de puissance. Et quand je dis énormément, c'était des prothèses qui nous donnaient 85, 88, 89 décibels de gain, ce qui est complètement fou et puis complètement débile. Mais on avait besoin de ça et avec un écouteur, donc avec une espèce de haut-parleur, c'était un écouteur bouton, un haut-parleur bouton. Donc, on branchait directement dans cette cavité-là qui était souvent, on prenait des embouts en lucette parce que ça tenait beaucoup mieux, puis c'était un anneau qui était plus en métal. Par la suite, vers la fin, quand les prothèses ont commencé à disparaître, on avait plutôt des connexions en nylon qui n'étaient pas très efficaces. C'était vraiment, quand c'était fait en métal, ça clippait bien. Mais des prothèses puissantes, on avait des problèmes de feedback. Évidemment, il n'y avait pas d'algorithme, c'était des prothèses analogiques. Mais on finissait par s'en sortir bien. On peut utiliser encore ces prothèses-là, ces embouts, c'est pas ces prothèses-là, ces embouts-là, par exemple, pour faire des embouts de communication. Avec certains corps policiers qui utilisent leur système, on pourrait avoir de la connexion directement dans l'oreille, mais ce qu'on n'utilise plus, on utilise plutôt les tubes spiralés là, avec les policiers
agent de sécurité, par exemple. On va le voir un petit peu plus tard dans le cours. Donc, on a les embouts qui sont, ça, c'est ce qu'on appelle un embout standard. Si on regarde sur la ligne du haut, on voit d'un embout standard à un embout coquille qui est avec un tube. Ensuite de ça, on avait une demi-coquille. On a un embout qu'on appelle squelette, ou nous, dans l'ancien temps, on appelait ça invisible. Je ne sais pas pourquoi invisible, parce qu'il n'y avait aucun rapport. Ensuite, demi-squelette, quart-squelette ou canal lock. Celui qui est la deuxième dans la rangée du bas partant de la gauche, c'est pour montrer un SAV. Donc, la petite portion, donc un select vent. Donc, au lieu d'avoir une ventilation, c'était un select vent qu'on utilisait quand on ne savait pas trop si on avait besoin d'une bonne ventilation. Évidemment, on voit qu'il y a une cloche également qui est ici au bout, mais c'était pour vous démontrer un select vent. Et ensuite de ça, c'est ce qu'on appelle les tube holders qu'on pouvait avoir lorsqu'on avait, par exemple, des appareillages cross ou bicross à l'époque avec des contours standards. Maintenant, avec les RIC, c'est beaucoup plus simple. Donc, avec un appareillage cross, on pouvait utiliser ce type d'embout-là. Et le dernier qui est vraiment hyper ventilé, quelqu'un, puis on va voir je pense que c'est la semaine prochaine qu'on voit les produits cette semaine, je ne me rappelle plus. Si c'est les cross et les bicross, un cross, c'est-à-dire que tu as une oreille normale puis une oreille qui est non appareillable ou morte. Donc, je n'ai pas besoin d'amplification, mais j'ai besoin de faire le transfert de son. Donc, j'amène le son qui vient de l'autre côté, mais j'ai un embout qui est complètement à droite, là, ici, en bas. Donc, je laisse le son naturel rentrer dans l'oreille normale et le tube me permet d'amener le son de l'autre côté qui est transmis par le côté mort, le microphone qui est du côté non appareillable ou du côté bas. Donc, évidemment, on va utiliser les embouts. Pourquoi on utiliserait un demi-squelette, par exemple, au lieu d'utiliser un squelette? Bien, parce que j'ai une conque inversée dans l'oreille, par exemple, et j'ai besoin de la rétention au niveau de l'hélix. Donc, c'est ça qui va souvent faire nos choix, qui va faire notre sélection au niveau de l'embout. Donc, comme je vous disais, l'embout standard. Donc, possibilité de connecter un écouteur bouton, on va l'utiliser pour les dispositifs de communication, principalement utilisé avec une prothèse de corps, mais qu'on n'a plus maintenant. Et voyez-vous, sur la photo, on a vraiment la portion du connecteur métallique, comme je vous parlais tout à l'heure. Le plein conque, souvent une clientèle pédiatrique ou une surdité sévère et profonde, parce qu'on a besoin d'une très bonne étanchéité. Donc, c'est pour ça, évidemment, chez les enfants, lorsqu'on a une surdité importante, on va l'utiliser. Puis dans le cas d'une clientèle pédiatrique, on va utiliser, par exemple, un embout avec un matériel qui est plus mou. Donc, parce que l'oreille d'un enfant, c'est extrêmement mou, honnêtement. Là, le pavillon, il est très, très mou. Et de placer quelque chose qui est dur, si l'enfant se cogne pour ne pas le blesser, on va utiliser souvent un embout qui est beaucoup plus mou. Donc, principalement, un embout comme ça, on va l'utiliser dans du pédiatrique et une surdité sévère profonde. On n'utilisera pas ça chez une surdité légère ou minime ou modérée, par exemple. On ne fera pas ça. Ensuite de ça, on a l'embout demi-conque. Comparativement à la pleine conque, moins de matériel, c'est un peu moins apparent. C'est moins chaud, par exemple, dans l'oreille, puisque j'ai moins de matériel. Puis l'insertion est souvent plus facile, parce que si on regarde l'embout, j'ai la portion hélix et parfois, la portion hélix d'un embout ici, souvent les patients ont de la difficulté à l'insérer. S'ils l'insèrent mal, évidemment, j'ai une perte d'étanchéité, mais s'ils l'insèrent mal aussi, ça peut provoquer beaucoup de douleur parce que l'embout n'est pas inséré correctement. Donc, souvent, on va utiliser le demi-conque parce que j'ai besoin d'un peu plus d'étanchéité et c'est pour ça que je n'irai pas sur un canal lock, par exemple. J'ai un problème au niveau du tragus, un tragus qui est très, très évasé, donc j'aurais besoin, avec la demi-conque, d'un petit peu plus de rétention. Je vais aller chercher un peu plus alors que le squelette, pas le squelette, le canal lock, le corps invisible, le canal lock, lui, ne tiendra pas bien. Donc là, on va aller en chercher un peu plus. Le squelette, très bonne rétention parce qu'on va aller chercher la portion hélix. Évidemment, souvent, les patients vont se plaindre, pas se plaindre, mais vont trouver que c'est moins chaud parce qu'il n'y a pas toute la portion interne. C'est vraiment pourquoi je vais utiliser un squelette au lieu d'un demi-conque, parce que j'ai une perte qui est moins grande et je n'ai pas besoin d'avoir... oui, j'ai besoin d'une étanchéité, mais la surdité elle est moins grande, donc ce n'est pas nécessaire d'utiliser. C'est un peu plus discret puisque la portion interne, elle n'est pas présente. Un demi-squelette permet d'accommoder les morphologies particulières, conque inversée, par exemple. Quelqu'un qui aurait fait de la lutte, quelqu'un qui aurait fait de la boxe, quelqu'un qui fait du judo. Souvent, on va parler d'oreille en chou-fleur, par exemple. Bien, si j'ai besoin de rétention, puis je n'ai pas cette portion-là, ça peut être très, très pratique d'avoir ce type de rétention-là. Et moi, j'ai déjà vu des demi-conques, par exemple, des prothèses auditives demi-conques, avec la portion hélix sur la prothèse parce que j'ai besoin
d'une rétention, mais j'ai une morphologie particulière qui ne me permet pas d'avoir, par exemple, un contour d'oreille. Évidemment, moins chaud, moins de matériel, puis c'est plus discret parce que là encore, on a une partie du squelette qui n'est pas là. Le canalope ou le corps-squelette, ça, c'est moi qui utilise ce terme-là pour les plus vieux audioprothésistes. C'est un modèle qui est quand même assez populaire et on va le voir, par exemple, avec les coquilles dans les RIC, si on veut un peu plus de rétention. On peut avoir également ce canal-là qui va être fait. Par exemple, j'ai déjà vu sur des prothèses intracanales aussi pour avoir une meilleure rétention. Plus de discrétion, évidemment, beaucoup moins de matériel, puis ça se maintient bien en place avec le canal-là. Donc, c'est quand même un modèle qui est très populaire. Oui, Jonathan? On va l'avoir. C'est juste une question pour les oreilles en chou-fleur, pour la boxe et autres. C'est quoi qui arrive à l'oreille? En fin de compte, c'est qu'à force de recevoir des coups, à force de se faire frotter les oreilles, pas parce qu'ils ont été tannants à l'école, c'est que la conque, quand elle est meurtrie, pas la conque, le cartilage, quand il est meurtri, il y a une vascularisation qui est plus importante. Donc, pour guérir, c'est comme quand on se coupe, c'est quand on se casse un membre, des choses comme ça. Le corps va amener une vascularisation, donc va amener du sang d'une façon beaucoup plus importante à l'endroit où on est blessé. Aux oreilles, le problème, c'est qu'il va y avoir cette espèce d'épanchement sanguin-là, donc ça crée un hématome, c'est pour ça qu'on a des bleus quand on se cogne. Sauf que le cartilage va avoir tendance à garder la portion calcium du sang qui est amenée par les nutriments, par le sang, et c'est pour ça qu'il va s'épaissir. Ce qui fait que dans nos oreilles, on a un trou qui est situé là, mais ce que ça fait, c'est que ce trou-là est comblé carrément. C'est que l'oreille épaissit. Puis si vous tapez sur Google, je ne sais pas moi, Nicolas Gill, qui est un de nos célèbres judokas canadiens, vous tapez Georges Saint-Pierre, puis avec une photo que vous avez vraiment que son visage, un plan rapproché, vous regarderez les oreilles. C'est-à-dire, il y a les oreilles, il n'y a pas de conque. Vraiment, les oreilles sont... donc, les lutteurs ont ça aussi, que ce soit de la lutte olympique, que ce soit la lutte de la WWF, que ce soit des sports de combat, tout ce qui est sport de combat, karaté, judo, on va le voir, la boxe, des trucs comme ça, parce qu'on reçoit des coups et les oreilles deviennent très, très épaisses. Mais il y a des gens qui ont des malformations également, mais c'est ça qui se produit. C'est que le cartilage s'épaissit, mais demeure comme ça. Donc, quand j'écoute les Olympiques, puis je vois des boxeurs ou des judokas ou des trucs comme ça, puis là, je regarde les oreilles, je ne le veux pas comme patient. Parce que oui, j'ai tendance, quand je regarde des trucs, j'ai tendance à regarder les oreilles des gens. Et c'est... donc, ça me permet de savoir qui porte des prothèses. Donc, est-ce que c'est un de nos patients, quand je prends une marche, par exemple, à Québec? Puis, c'est pas de voir, challenge, l'oreille plus petite, l'oreille plus grosse, c'est pas... Bon. On se détend comme on peut et comme on veut. Donc, c'est un modèle qui est populaire et le canal-là qu'on peut ajouter sur une coquille lorsqu'on va utiliser un RIC, par exemple, peut être un modèle, c'est un modèle qui est intéressant. Pas le modèle de l'embout, mais je vous parle juste du canal-là, de la portion de l'épaulement qui se maintient beaucoup mieux à l'intérieur de l'oreille. Les embouts canals, donc, très discrets, mais encore là, oui, c'est populaire, mais la rétention, ça peut être quelque chose qui est un enjeu. Donc, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup le canal-là. Certains patients qui ont des contours standards vont utiliser ce type d'embout-là. Évidemment, il faut comprendre que ça prend une perte qui n'est pas très importante parce que je n'ai pas énormément de rétention. L'étanchéité peut être bonne parce qu'on prend des bonnes impressions, sauf que la rétention étant moins bonne parce que je ne m'appuie pas nulle part. Si on a un conduit qui est quand même pas... Si on a un conduit qui a une belle courbe S à l'intérieur, on va avoir une meilleure rétention, mais quelqu'un qui a un conduit auditif qui est extrêmement droit, il faut faire attention. Donc, ce qu'on appelle les embouts IROS, donc très grande ventilation, ça s'inspire du squelette, et les IROS vont être utilisés surtout dans le cas de pertes soit très, très légères. Évidemment, les embouts, on comprend que c'est fait qu'avec des contours d'oreille. Mais si on avait une perte pas très grande et on aurait besoin d'une ventilation extrême parce que les oreilles coulent, par exemple. On va les utiliser également dans le cas de cross, lorsqu'on a une oreille normale et on veut faire la transmission du son. Donc, c'est un embout IROS. Honnêtement, on n'en utilise pas tant parce qu'on utilise dans les contours standards, dans les statistiques au Canada, on fait à peu près 85, je dis 85, on fait à peu près 75% de RIC
pour à peu près 5 % de contour et le reste, c'est en intra. On fait énormément de RIC au Canada. Donc, on utilise beaucoup moins ce type d'emboutologie-là parce qu'on utilise beaucoup les RIC. Oui, Jonathan? Non, j'essaie juste de baisser ma main, puis ça va pas me baisser. C'est bon. Donc, l'embout IROS. Et comme je vous disais tantôt, dans les crosses et bicrosses, on peut utiliser les embouts, comme on peut voir là, où c'est extrêmement ventilé. C'est vraiment pour amener le son de l'autre côté. On aurait une perte minime, par exemple, pour du bicross, évidemment, pour du cross. C'est quelque chose qui va être quand même assez important. Jonathan, ta main est toujours levée. Est-ce que c'est parce que tu as de la misère à baisser ta main? Je vais m'en occuper, il n'y a pas de problème. Et Dave, tu avais la main levée. Oui, ben en fait, c'est ça. Moi, ma question, c'est pourquoi qu'on est obligé de prendre ces embouts-là si on fait, admettons, du cross-bicross? Pourquoi qu'on ne pourrait pas prendre, admettons, un squelette ou d'autres sortes d'embouts? Dans le cas d'un cross, il faut comprendre que l'appareillage, c'est que j'ai une oreille normale, donc je n'ai pas besoin d'amplification et je prends le son qui vient de l'oreille morte ou l'oreille non appareillable et je le transfère de l'autre côté. Donc, il ne faut pas que je bouche le conduit auditif parce qu'il faut que le son rentre naturellement dans mon oreille normale. Donc, si j'utilise un squelette ou un autre type d'embout, là, je vais boucher l'oreille et là, je vais créer artificiellement une surdité du côté normal. C'est pour ça. Alors que dans un bicross, donc là, j'ai une oreille appareillable et j'ai une oreille non appareillable ou morte. Donc là, oui, dans le cas d'un bicross, Dave, tu as raison, on va utiliser les types d'embouts standards compte tenu de la perte. Mais pas dans un cross parce que j'ai une oreille normale. Fait que ça serait vraiment au niveau pour pas que ça fasse l'occlusion, genre? Exact, c'est en plein ça. C'est parce que là, le son doit pénétrer naturellement dans l'oreille, dans mon oreille normale, si je veux entendre. OK, c'est bon, parfait. Fait que j'ai réussi à baisser ta main, hein, Jonathan. J'ai le contrôle sur tout. Donc, c'est ces embouts-là qu'on va utiliser dans le cas de cross ou dans le cas de bicross, on a des pertes très, très minimes. Donc, les différents matériaux, il existe des matériaux, un paquet de noms particuliers. Il faut comprendre qu'il y a des matériaux qui sont plus souples et des matériaux qui sont plus durs. Et on a des amalgames de matériaux. Dans les matériaux rigides, le plastique, le lucite. Il y a d'autres appellations possibles du lucite. C'est le plastique rigide. C'est un matériel qui nous offre quand même un bon confort. Qui respire assez bien, conserve sa forme, ça ne s'altère pas. La seule chose qui peut s'altérer, c'est la couleur. On va le voir des fois chez des vieux embouts. Donc, ils vont avoir tendance à jaunir si le patient a une acidité de peau qui est plus corrosive, donc, mais il ne changera pas de forme. L'oreille va changer de forme, mais pas l'embout. Les modifications en clinique, super simple. C'est un embout qu'on polit par la suite, donc c'est très, très simple à faire les modifications en clinique. Et certains patients ont plus de facilité à les insérer puisque c'est plus rigide, ils ont une meilleure prise sur l'embout et ça nous permet de l'insérer correctement. Donc, c'est un matériel qui vient soit de couleur, lorsqu'on demande, il vient de couleur. Ce n'est pas une couleur transparente, mais il peut venir transparent ou si on ne demande pas, il peut venir avec une couleur légèrement rosée à l'intérieur. Donc, c'est un matériel qui est quand même relativement populaire. Dans les matériaux souples, on utilise le silicone, silicone 2, New Seal. En tout cas, il y a plusieurs appellations possibles qui peuvent amener certaines variations dans les spécifications. Mais si on prend le matériel silicone qu'on appelle, qui est vraiment oui, effectivement, Caroline, ça peut être appelé acrylique. Le plastique, tout à fait, ça peut être appelé acrylique aussi. Là. Mais vraiment, quand on parle du lucite, du plastique, de l'acrylique, c'est vraiment celui qui est rigide, là, qui est dur. Le silicone, c'est le matériel anti-allergène par excellence. Problématique, tend à rétrécir avec le temps, malgré que c'est un embout qui est quand même semi-rigide, semi-souple, disons ça comme ça, qui est un peu plus dur que le matériel qu'on va appeler du Formacil, qu'on va appeler, qui a d'autres appellations, des matériaux qui sont beaucoup plus souples. Il va avoir tendance à rétrécir avec le temps, avec l'acidité de la peau et la transpiration. Donc, c'est des embouts qui vont avoir tendance à... puis on remarque, par exemple, chez les fumeurs, ce qui est particulier, j'ai des patients qui sont fumeurs. Puis si on utilise un embout en silicone, je ne sais pas pourquoi, la nicotine leur sort par les oreilles, je fais des blagues, mais je ne sais pas, l'acidité de leur peau, la transpiration, elle est extrêmement différente et l'embout va avoir tendance à noircir, ce qui est particulier. Puis on perd évidemment de l'efficacité.
Avec la chaleur, a tendance à prendre un petit peu d'expansion, nous offre une bonne étanchéité. L'insertion est un peu plus difficile parce que, surtout si on utilise un embout de type conque, de type coquille, où là, la portion hélix, il faut faire attention vu que c'est un peu plus souple, donc pour l'insérer. Les modifications, c'est l'horreur en clinique, ça se modifie mal. J'ai mis plus difficile, mais j'aurais pu utiliser le mot merdique dans les modifications, mais je suis quand même un homme poli. C'est vraiment plus difficile à modifier, c'est long à modifier. Puis souvent, les patients qui ont besoin des embouts en silicone, ils font des allergies. Ils ont souvent une perte qui est du pas possible et ils sont plus sensibles au niveau des oreilles. Fait que quand il vient le changement des embouts, là, souvent avec ces patients-là, les embouts font bien, on n'a pas tendance à les remplacer. Mettons, aux années ou aux 2 ans, ça fait bien, puis c'est une bonne chose. L'utilisation dans les cas sévères, dans le cas de perte sévère à profonde ou dans le cas, le silicone, important de le noter, dans le cas d'allergie extrême, même si je n'ai pas une perte importante, je pourrais avoir un canal lock, par exemple, en silicone. Les gens qui font de l'allergie, parce que normalement, dans les matériaux, normalement, on fait des embouts. Si j'ai besoin d'un embout, on va le faire en matériel dur, en acrylique ou en lucite, par exemple. La personne est allergique, on va le faire ce qu'on appelle en médical flèche, qui est un matériel dur mais anti-allergène, qui va être plutôt de couleur beige peau, même si toutes nos couleurs de peau, c'est complètement différent. Et lorsque la personne est vraiment, vraiment allergique, on va aller vers le silicone. Il y a un autre matériel qui est le matériel qui est plus en vinyle, qui est le dernier matériel. Donc, normalement, le silicone, ça règle, mais il y a un dernier matériel qui est plutôt en vinyle, il n'y a pas personne qui est allergique à ça. Il faudra avoir, je sais que Phonak fabrique des prothèses en titane, donc personne n'est en titanium, là, entre autres CIC, qui avait sorti dans la génération B, dans la génération Belong. Puis on a des coquilles en RIP qu'on est capable de faire aussi en titane. Le problème des coquilles en titane, c'est que tu n'es pas capable de les modifier parce que c'est quelque chose qui est non modifiable au bureau. Donc le silicone, le matériel anti-allergène par excellence, mais évidemment, on a certaines difficultés au niveau de l'insertion et de la modification. Donc, tu vois, chez MC, ça s'appelle, ils vont l'appeler catamaran. Donc, le matériel qui est catamaran chez MC, on va l'utiliser, il est flottable, il est hypoallergène et il est principalement utilisé pour les bouchons de natation. Mais on a ce côté-là hypoallergène, donc on pourrait l'utiliser chez MC, par exemple. Oui, Myriam? Moi, en fond, j'ai des allergies. Puis, oui. Le silicone, je réagis, même celui-là qui est hypoallergène, mais celui-là en lucide, je réagis moins. Est-ce que ça se peut? Oui, tout à fait. Écoute, il n'y a rien d'impossible. Que quelqu'un, on ne met pas de colorant dans le lucide parce que certaines personnes peuvent être allergiques, alors que certaines personnes peuvent moins bien tolérer le silicone. Oui, Myriam, c'est possible. Okay. Il n'y a rien d'impossible, c'est pas la norme, mais oui, ça peut arriver. Puis on dit, ben écoute, on a de la difficulté, puis on va essayer d'autres choses. C'est correct. C'est bon, merci. Bienvenue. Donc, d'autres matériels hypoallergènes qui vont avoir, mais que je parlais tantôt du Medical Flèche, du Medicryl, du Heat-Cure Lucite, qui est rigide, celui-là. Donc, comme je vous disais, on passe du Lucite, de l'acrylique. Quelqu'un est allergique, on va utiliser un matériel rigide aussi, donc qui est le Medicryl ou le Medical Flèche, qui est, en fin de compte, c'est un Lucite qui est cuit 2 fois. Qui permet, ça change la structure moléculaire du plastique qui est utilisé et ça le rend moins allergène. On n'est pas capable de le faire, on s'en va, oui, on est capable de le faire, mais ça ne fonctionne pas, on s'en va vers le silicone. Et le polyéthylène, le dernier matériel qui n'est pas très esthétique parce qu'il est de couleur blanche, c'est blanc. Il n'y a pas d'autre couleur, c'est blanc. Je ne sais pas d'autre chose. Ça se modifie, il faut faire attention parce que c'est du polyéthylène, donc c'est comme si c'était du plastique. C'est comme si c'était du vinyle, donc il faut faire attention que dans la modification qu'on peut faire. Le tube tient avec un coude qui est avec une espèce de coude spécifique parce qu'il n'y a pas de colle possible. Je ne peux pas mettre de tube lock qu'on appelle, c'est l'espèce de moyen de rétention qu'on met dans les embouts en silicone, parce qu'en silicone, il n'y a pas de colle, on ne peut pas coller le tube. Puis ce petit anneau-là qu'on place sur le tube, qu'on insère dans l'embout, peut être soit en métal ou soit en plastique.
Certains tubes sont déjà faits comme ça, avec ce qu'en anglais, ça s'appelle un tube lock. Un verrou à tube, en français, si on fait une traduction libre. Donc, souvent, lorsqu'on achète des tubes, on a déjà la bague de rétention sur le tube. Plus facile à changer, on se fait moins... c'est moins compliqué. Mais le polyéthylène, c'est vraiment l'embout de la dernière chance. Là, sinon, on est mal barré. C'était Starkey dans les années 90 pour des patients qui avaient des intras et qui étaient allergiques à du pas possible. On était capable de mettre de l'or sur les prothèses. Évidemment, ça coûtait plus cher, mais la prothèse était recouverte d'or parce que normalement, personne n'est allergique à l'or comme personne n'est allergique au titane. Donc, il faisait ça. C'était un peu particulier, j'ai fait faire ça une fois. La prothèse coûtait comme 300$ de plus au cost, là, parce que mais la personne ne pouvait pas être allergique. C'était particulier, mais c'était quelque chose qui pouvait être intéressant. À l'époque, ça ne se fait plus. Il y a juste Phonak qui fait des CIC en titane et des coquilles pour le RIT en titane. C'est intéressant, surtout dans le CIC, c'est que dans le CIC, normalement, la coquille a une épaisseur de 4 mm. Avec le titane, c'est une épaisseur de 2 mm. Donc, là, ils nous disent on a 50% plus de place. OK, c'est 2 mm, là, ça reste que c'est pas 2 pouces. Pour mes amis français, c'est pas 2,5 cm de plus. Mais ça permet de mettre un écouteur plus gros, donc d'avoir un peu plus de puissance. Le 2 mm de plus, c'est ce que ça permettait. Pour avoir visité Phonak, pour avoir vu comment ils fabriquaient les coquilles en titane, c'est une soudure qui est faite, c'est une machine particulière et qui soude chaque couche de la coquille au fur et à mesure, là, qui est montée un peu comme d'imprimante. C'est une imprimante 3D, mais pour du titane. C'est particulier. C'est intéressant à voir, remarquez. Ensuite de ça, on a des matériaux qui sont combinés. Il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, ils sont allergiques dans le conduit auditif externe, mais ils ne sont pas allergiques, par exemple, à l'extérieur dans la conque. Donc, ce qu'on appelle des flex canals, c'est composé d'un matériel dur et d'un matériel souple. Donc, la partie du conduit auditif externe est en matériel souple et la partie extérieure est en matériel dur. On a une étanchéité qui est beaucoup plus grande, puis on retrouve le confort du Lucite pour qu'on ait une meilleure rétention. Le problème qu'on va avoir avec ce type de matériel-là, comme on peut voir dans l'image, c'est que j'ai déjà vu la portion souple se déchirer ou se décoller de la portion Lucite. Pas que ça se déchire dans l'oreille, mais c'est qu'à force de le porter, l'acidité de la peau va venir attaquer la jonction entre les deux matériaux. Et j'ai déjà vu déchirer ce type de matériel-là. On utilise, écoutez, comme je vous disais, on fait à peu près 75 à 80% de RIC au Canada, donc on utilise de moins en moins. C'est plutôt nos plus vieux patients qui ont des contours, des pertes qui sont plus importantes, et que là, on a des problématiques soit d'allergie ou de confort au niveau du conduit auditif externe, ce qui va nous amener à utiliser ce type de matériau-là, de flex canal. On n'en utilise pas tant, mais on en utilise, je vous dirais, quand même d'une façon épisodique, disons ça comme ça. Donc, dans les choix de matériaux, comme on voit, là, je vous ai mis comme une espèce de petit tableau. Ça vient de Microsonic, qui est un fabricant américain, mais qui a énormément de matériaux et d'appellations particulières. Donc, comme on disait, chez l'adulte, on va utiliser quoi? De l'acrylique, qui est le Lucite. Chez l'enfant, eux autres, ils appellent ça du Synteflex, qui est plutôt qui va ressembler à du Lucite. Voyez-vous, si on a besoin de facial flex problem, l'acrylique soft canal, ce que je vous parlais du flex canal tantôt. Donc, si j'ai besoin de beaucoup de gain dans la prothèse, donc on peut utiliser du Synteflex, on peut utiliser du Medicil 2, donc c'est du silicone. Par l'allergie, donc le Medicil, qui est du silicone ou le polyéthylène. Flabby Ear Texture, flabby, ça veut dire quelque chose qui est très, très souple, qui ne se tient pas, qui est, par exemple, un canal qui est collapse, qu'on appelle un canal collapsé, c'est-à-dire qu'il faut vraiment tirer l'oreille quand tu le relâches, tout est mou à l'intérieur de l'oreille, donc on va utiliser plutôt du matériel dur. Et quelqu'un qui a une oreille qui est très dur, un conduit qui est dur, on va utiliser plutôt un matériel mou qui va mieux épouser. Deux choses, Dave, attends une seconde. Caroline, tu poses la question, est-ce qu'Embout Québec offre un aussi grand choix? La réponse est non. Je vais avoir du silicone avec Embout Québec. Je vais avoir, j'ai le matériel dur qui est le Lucite, j'ai du silicone.
ils ont un seul matériel mou qu'ils utilisent. Évidemment, ça risque probablement d'évoluer, mais chez Embout Québec, je suis plus limité. Si on compare à Bernafon, par exemple, qui fait les embouts, si on regarde chez Starkey, qui ont beaucoup plus de matériaux à utiliser. La différence qu'ils ont chez Embout Québec, c'est que je trouve, moi, je faisais affaire à l'époque avec Custom Airmold. Custom n'existe plus. Ceux qui font des embouts sont Bernafon, qui est EDI, Airmold Design. Starkey, en fait, moi, je trouve, je vais vous avouer candidement que, et ça, je vais être très honnête, j'ai essayé MC, j'ai essayé Bernafon, je l'ai fait faire chez Starkey, j'ai fait faire des trucs chez Phonak, je l'ai fait faire chez... Ils sont poches. Ils sont pas bons. Tout, Bernafon, EDI, il fait ça depuis des siècles. Écoutez, quand j'ai gradué en 91, EDI existait. Là, sur Bernafon, c'est la même affaire. Ils sont pas bons. Ils font pas bien. Écoutez, ils coupent mes impressions. Je viens sans connaissance. Tu prends des impressions super longues. J'en ai déjà pris là, qui sont 8-10 mm après le deuxième coude. Ils me coupent ça avant le deuxième. J'ai déjà appelé, puis sacré en anglais après quelqu'un pour dire que c'est des trous de pète. Il y a des journées où ça ne file pas bien, je me venge sur quelqu'un, j'appelle puis je me défoule. Mais c'est pas. Évidemment, mon fitting n'est pas bon. Puis là, ce que je fais, ça rallonge mon travail. Je prends la photo de l'impression, puis je prends la photo de l'embout quand elle vient. Là, j'envoie ça aux représentants, soit à Luc Durand ou à Charles-Édouard, pour leur dire hey, vous êtes vraiment en poche. Plus jamais je vais faire mes bouchons chez vous. Plus jamais je vais faire mes embouts chez vous. Plus jamais vous êtes mauvais. C'est pas plein de... Il essaie toujours de te donner un paquet de raisons foireuses là, pour te dire que ah, mais ouais, on fait ça. Tu coupes mes impressions depuis quand vous êtes mauvais. Fait que chez Embout Québec, ils sont vraiment très bons. J'ai changé. J'ai aucune part chez Embout Québec. J'ai pas. C'est rien, là, tu sais. J'ai, comme l'ORL l'avait dit, j'ai aucun conflit d'intérêt dans ce cours. J'ai aucune part dans aucune compagnie de prothèses et compagnie d'embout, mais ils étaient vraiment pas bons. Surtout, puis évidemment, tu as ce problème-là où chez des pertes sévères, des pertes profondes. Où tu as besoin de bouchons, les bouchons sont larges à l'intérieur de l'oreille. Fait que c'est pas... Mais tu as moins de choix chez Embout Québec, mais ça fonctionne quand même bien. Donc, si tu as des besoins avec des matériaux un peu plus particuliers, ben là, tu vas retomber soit chez Signia pour des bouchons parce qu'ils en font, soit chez Phonak parce qu'ils en font, malgré qu'ils sont chers chez Phonak. Je vais être honnête avec vous autres, là, ils en font quand même pas si pire. Soit chez MC, soit chez EDI, Bernafon. Oui, Dave, tu avais la main levée. Excuse-moi, l'attente était longue. Il n'y a pas de problème. En fait, moi, ma question, c'était pour l'application General Purpose pour les enfants. C'est Cineflex, c'est-tu un matériau qui est mou? Parce qu'on a vu, là, il n'y a pas longtemps, que quand c'est dans le cas des enfants, tu vas toujours mettre du silicone ou... oui, c'est un matériel. Ben, les autres, chez Microsonic, ils appellent ça comme ça. Ils ont le Medicil, mais c'est Cineflex qui est un flex, veut dire flexible. C'est un matériau synthétique qui est flexible. OK, c'est bon. Puis là, on voit, en fin de compte, puis si on regarde dans la deuxième portion du tableau, Microsonic Material, l'acrylique, dans les autres, ils vont appeler ça acrylique ou lucite. Ecure, acrylique, lucite, eux autres, ils appellent ça du super alérite. Du Veniflex 2. On va voir comment ça s'appelle dans les autres... chez les autres, eux autres, leur propre matériel et les matériaux qu'on va retrouver. Donc, Caroline, avec un cas, quand tu me dis acrylique pour du lucite, on le voit. Là. Mais sauf que Microsonic, c'est un fabricant qui est californien. On ne fait pas affaire avec eux. On fait affaire avec Microsonic pour faire l'achat de certains matériaux. Des fois, ils vont avoir... C'est une compagnie qui a beaucoup, beaucoup de trucs pour modification d'embout. Fait que des fois, on va faire des achats, mais on ne va pas fabriquer. On avait déjà essayé, nous, à un moment donné, de le faire, mais le temps d'attente était tellement long que ça ne valait pas la peine de faire affaire avec eux. Puis avec les frais de douane, machin, c'était comme un peu ridicule de passer aux États-Unis. Donc, les couleurs de base, on peut voir, là, on a vraiment le transparent, il y a comme du teinté qui est un peu plus mat, on a du rosé, ensuite de ça, on va vers du blanc et on a les couleurs qui vont aller vers du plus foncé. Donc, qui essaie de faire, j'ai quelqu'un, par exemple, j'ai déjà une patiente qui venait du Bénin, donc elle avait une peau très foncée. Une peau noire très foncée. Donc, on avait fait faire un embout. Dans son cas, c'était une prothèse contour. Elle était étudiante à l'Université Laval, ça fait super longtemps. Donc, l'embout, on l'avait fait faire de couleur noire. Et je vous dirais que peu importe la couleur de notre peau qu'on ait, une peau qui soit plus basanée ou moins parce qu'on vient d'Amérique du Sud, par exemple, ou une peau, par exemple, pakistanaise, qui est un peu plus, ou indienne, qui est un peu plus, je dirais chocolat au lait, mais pas tout à fait, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est les couleurs sont mauvaises, point.
je prends Jason où tu as une peau beaucoup plus foncée, je te ferai faire un embout foncé, ça va sortir mal. Alors que même chez un Caucasien comme nous, ça sort pas bien. Fait que, il n'y a rien qui correspond. Fait que même sur une prothèse intra, par exemple, Jason, si on prenait une prothèse intra et on essaie de la faire un peu plus foncée, ça a l'air bizarre. Comme nous, ça a l'air bizarre. Il y avait juste une compagnie à l'époque qui faisait des intras qui étaient plus particulières, qui était Resound. Il y avait une espèce de gradation de pigmentation qui nous permettait que ça soit un peu plus discret chez les intras. Mais que je fasse un intra Jason ou que je fais le faire à Marianne, la couleur de la peau, ça ne fit pas. C'est pas. Puis il y a autant de couleurs de peau, peu importe nos origines. C'est pas on a des teintes différentes, fait que ça ne fit pas. Fait que c'est pas. Fait que c'est pour ça qu'on va utiliser, par exemple, des embouts canal parce que c'est plus discret. On va utiliser des embouts, des coquilles ou des dômes parce que c'est plus discret dans les rythmes. On va utiliser des CIC parce que c'est plus discret et on ne se barre pas avec la couleur. En fait, c'est pas, on s'en fâche pas les. Fait que, c'est pas. Mais une prothèse, un patient chez qui on utiliserait un intra, un ITE qu'on appelle, peu importe la couleur qu'on va choisir, on va essayer de trouver quelque chose, ça ne fitera pas. C'est un peu particulier. Donc, les couleurs de bouchons, évidemment, on peut les faire dans les embouts. On voit là, moi je sais que j'ai des petites filles là, avec des brillants dedans, là, ça, et souvent, on va se buter, entre autres avec les bouchons, c'est les parents. Les enfants, tu sors ta collection de couleurs, puis là, les enfants veulent un vert avec mélangé avec du bleu, puis l'autre côté, ils veulent un orange. Les parents disent « Ah non, mais le transparent, ça fait bien. » Souvent, le frein, c'est les parents. Ils ne veulent pas que les bouchons de baignade, par exemple, paraissent ou les embouts paraissent. Sauf que des fois, ils sont plus ouverts. Moi, on a un patient, un kid, un adolescent. Sa prothèse est bleue, le coude est rouge, l'embout est coloré. Fait que lui, c'est pas un problème. Puis j'ai une patiente qui malheureusement est décédée durant le temps de la COVID. C'était une artiste. Puis ce qu'elle faisait, elle avait une prothèse de couleurs différentes de chaque côté. Elle avait une prothèse mauve d'un côté, puis une qui était comme, je ne sais plus la couleur de l'autre côté. On avait déjà eu du rose à pois avec elle parce que le fabricant l'avait fait. Elle avait des cheveux très, très courts. Donc, elle, quand elle montrait, ça ne lui dérangeait pas. C'est un artiste peintre. Mais c'est ça. Souvent, dans la couleur des embouts, ce sont les parents qui sont des fois plus comment je peux dire ça, plus rébarbatifs. C'est ça parce qu'on est capable de faire ce qu'on appelle des swirls, donc des mélanges de couleurs. Fait que c'est assez particulier. Les dômes, pour ceux qui ont travaillé en clinique, savent un peu plus ce que je parle. Vous en avez vu également. Chaque compagnie possède sa propre déclinaison de dôme. Dans les couleurs possibles, on a transparent, gris foncé qui appelle smoke, fumé, et on en a qui sont de couleur noire. Moi, je vous dirais, de plus en plus, on va trouver maintenant des transparents, ça se fait à peu près plus. Il y en a quelques-uns, on va en trouver chez Phonak, pas chez Phonak, chez Signia, et on va en trouver chez Oticon. Donc, Oticon, Bernafon et Sonic Innovation. Mais de plus en plus, on va se retrouver avec une seule couleur qui va être gris foncé, qui va être, ils appellent ça smoke, fumé. Donc, la portion du bas qu'on va voir. Donc, c'est vraiment vers ça. Puis évidemment, comme on peut voir dans la portion du haut, on a un dôme double, un dôme tulipe, un dôme un peu plus fermé, un dôme qui est très ventilé. Et évidemment, là-dessus, on va avoir des dômes qui vont être de différentes grosseurs parce que ça dépend toujours du conduit auditif externe. Moi, je vais vous avouer très candidement que lorsqu'on va tomber, dans l'image du bas, des doubles dômes faits dôme coquille. Le double dôme, c'est vraiment l'exception qu'on va utiliser dans les cas de surdité où j'aurais pas, où un patient aurait une douleur avec une coquille, par exemple. Mais d'emblée, on va avoir besoin d'une coquille. Dôme ouvert, très, très ouvert, appareillage ouvert, les basses fréquences sont dans la normale ou très faible amplification en basse fréquence, donc je ne veux pas créer d'effet d'occlusion. Donc, je vais utiliser ce type de dôme-là qui va être... donc, appareillage ouvert, on va parler d'un RITA, mais on va parler, par exemple, aussi avec un dôme dans les cas de RIC où j'ai une légère baisse en basse fréquence ou une basse fréquence en normale et je vais utiliser avec un RIC, mais je n'ai pas besoin d'effet d'occlusion, donc je vais utiliser un dôme très ouvert comme ça. Donc, les doubles dômes, Caroline, sur les photos de la précédente, c'est vraiment en bas à gauche, là, les trois grosseurs de dômes qu'on voit. Là. On voit, puis la première photo qui est en haut à gauche également. Là, ils sont comme un par-dessus l'autre. Donc, double dôme, ce sont ceux-là. Donc, les dômes fermés, donc très petite ventilation, comme on peut voir. Là, soit il y en a une ou il y en a deux. Donc, ça nous offre plus de puissance.
Donc, on est capable d'aller chercher un peu plus de gains et en basse fréquence, évidemment, et en haute fréquence. Donc, un dôme un peu plus fermé. Le dôme tulipe, encore là, c'est un dôme qui n'est pas ventilé, mais on va aller chercher un peu plus de puissance. C'est un compromis entre le double dôme et le dôme un peu plus fermé. On en voit moins des dômes tulipes. On en a encore, mais on en voit moins. On va vraiment utiliser le dôme fermé, mais avec une ou deux ventilations. Les manufacturiers nous sont arrivés avec ce type de dôme-là il y a à peu près 2 ans. Et je vous dirais que c'est quand même très, très efficace que le dôme. Il y avait ça, le dôme tulipe, parce qu'on voit ces deux parties qui rentrent une dans l'autre. Donc, ça permet d'avoir comme une meilleure étanchéité parce que au lieu de forcer à l'intérieur du conduit, c'est que les parois, de la façon que c'est fait, c'est comme si ça rentrait une dans l'autre pour pouvoir s'insérer correctement dans le conduit, mais il y en a de moins en moins des dômes tulipes. Et on a les dômes puissants, les doubles dômes. Donc, on voit là, on a 2 portions. C'est un dôme qui est très obturant, qui offre le plus de puissance. Pour un appareillage qui est fermé, mais tant qu'à faire un appareillage fermé, qui va être approximatif parce qu'on va avoir des problèmes de feedback, de sifflement, de rétroaction qui vont être quand même relativement importants. Moi, je vous dis, une coquille va être l'idéal lorsqu'on est rendu à utiliser un dôme puissant. Le dôme puissant va nous servir des fois beaucoup plus lorsque la prothèse du patient ou la coquille du patient, elle est cassée. Donc, pour prêter, ça devient quand même quelque chose qui est intéressant. Oui, Dave? Je n'avais pas de questions. OK, c'est ta main. Je vais baisser ta main. Amélie? Est-ce que les sleeves chez Signia sont un peu comme l'évolution du dôme tulipe? Oui. L'évolution, mais je dirais plus performante. Oui, OK, parce que en tout cas, nous, Oui. les patients, ils aiment vraiment ça, mais... Oui, c'est ça. Mais encore là, il faut toujours voir, plus je vais vers un dôme obturant, est-ce qu'une coquille nous offrira pas un appareil, va nous offrir un appareillage qui va être plus performant? Je vous dirais, le dôme a sa raison d'être, mais de faire un appareillage tout dôme, on fait mal le travail. Moi, surtout quand on arrive au double dôme, il va nous manquer quelque chose dans l'appareillage. On n'aura pas la ventilation nécessaire avec une ventilation qu'on pourrait avoir, par exemple, avec un évent optimisé sur une coquille. Donc, je contrôle mieux mon feedback. Puis avec un dôme, comme je vous disais, on s'en sert, en tout cas chez nous, aux cliniques, on s'en sert lorsque j'ai une coquille qui est cassée puis je n'ai pas de backup. Le patient n'a pas une coquille en réserve ou une vieille coquille en réserve. Puis là, évidemment, il ne peut pas se passer de sa prothèse. Donc, je vais utiliser un double dôme, donc un dôme puissant pour lui prêter quelque chose. Donc, ce n'est pas sa prothèse qui est défectueuse. Mais d'appareiller en double dôme, mettons, c'est l'exception, ce n'est pas la règle. L'appareillage avec un dôme ouvert, ça a son application. Puis avec le dôme un peu plus fermé, ça a son application, tout à fait. Le dôme fermé, pas le dôme fermé, mais le double dôme, j'ai énormément de réticence. C'est pas pour avoir fait de la supervision de stage et d'avoir vu des stagiaires de faire des appaillages en double dôme, puis ça feed et ils ont de la difficulté à analyser correctement l'algorithme qui va venir, le feedback manager qu'on appelle en mauvais français, l'algorithme qui gère le feedback, n'est pas capable de voir qu'il a coupé tellement de hautes fréquences que son patient va entendre que du bruit. Donc, la note n'était pas forte, là. J'avais dit au stagiaire, tu n'as même pas remarqué que la prothèse ne siffle plus, sauf que tu n'as pas de gain en haute fréquence. Donc, ton patient va revenir en contrôle post-prothétique, soit qu'il n'aura pas porté la prothèse auditive, ou il va se plaindre qu'il entend plus de bruit qu'avant, ou il entend juste du bruit. Il faut être capable d'analyser ce qu'on fait. Puis ça, quand on va voir les algorithmes, je vais vous le montrer. Il y a une façon de voir si la prothèse ne fonctionne pas bien. Écoutez, je ne suis pas meilleur qu'un autre, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. J'ai une patiente qui déménage au Québec, elle est appareillée au Nouveau-Brunswick. Elle porte plus ses prothèses auditives, elle est appareillée en dôme, ce qui n'était pas illogique en soi, mais ce n'était pas le bon dôme qui était placé sur la prothèse. Donc, l'autoprothésiste là-bas avait fait le feedback manager et j'avais plus de gain en haute fréquence. Il y avait tellement de coupures en haute fréquence, la patiente a dit « c'est sourd quand je porte ma prothèse ». On a fait un changement de dôme, on a remesuré tout ça, j'ai réussi à avoir des hautes fréquences. Mais la patiente se met à porter la prothèse. Il faut être capable d'analyser. Si on fait tout mécaniquement et on ne se pose pas de questions, puis on n'est pas capable d'évaluer correctement ce qu'on fait, on fait un travail moyen. Et le patient est toujours rendu dans votre bureau en train de se plaindre, puis étant donné qu'on fait un travail moyen, on a de la difficulté à analyser correctement ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on vous donne tous les outils nécessaires
pour pouvoir faire cette analyse-là pour que vous répondiez correctement à vos patients. Oui, Dave? En appareillage ouvert, si tu mets justement l'algorithme pour diminution de feedback, est-ce que tu peux avoir des problèmes dans le sens où tu es en appareillage ouvert, fait que c'est sûr que ça va avoir tendance à vouloir faire du feedback. Fait que là, ça peut-tu comme tout désajuster tes affaires? C'est-tu mieux en fait de ne pas le faire? Oui, en fin de compte, effectivement. Est-ce que je vais faire ma mesure de feedback puis je vais couper beaucoup de gains ou je vais plutôt essayer de l'ajuster manuellement pour pas que j'ai une trop grande perte? Et c'est là qu'avec nos dômes fermés qui sont doublement ventilés, on va aller chercher un peu plus de gains puis sans être obligé de fermer trop. On va se poser la question vraiment où on pourrait... des fois, tu es obligé de faire des compromis. Moi, j'ai un patient qui est appareillé en dôme ouvert, puis c'est pas ça que ça y prend. Ouais, j'ai fait énormément de compromis parce que le patient ne se sent pas bien avec la prothèse. Donc, on a tout ce côté-là qui est quand même aussi important. Est-ce que le patient va porter la prothèse? Est-ce qu'il est appareillé de façon optimale? Dans ce cas-là, non, il n'est pas appareillé de façon optimale. Est-ce que je devrais faire des changements? Oui, j'avais fait une coquille, il n'a pas aimé ça. Un dôme un peu plus fermé, il n'a pas aimé ça. Fait que, c'est comme... Des fois, tu es obligé de faire des compromis. Mais à la base, tu vas faire l'appareillage pour qu'il soit optimal. Puis est-ce que mon feedback manager va couper trop de gains? Est-ce que je dois fermer un peu plus? Est-ce que je dois être un peu moins ouvert? Il va y avoir plein on va avoir beaucoup de questions à ce niveau-là. Caroline, la question, c'était de savoir, est-ce que je suis en appareillage ouvert, avec un dôme ouvert, est-ce que le fait de mesurer le feedback manager va nous amener des problèmes ou comment je fais pour garder un appareillage ouvert et d'avoir moins de conséquences avec la perte des hautes fréquences. Je ne mesure pas le feedback manager, je l'ajuste manuellement. Fait qu'on a quand même plusieurs choses qu'on peut essayer de faire. Est-ce que ça répond à ta question, Dave? Good. Derek? Mais les dômes, dans le fond, là, la seule raison pourquoi ils se prendraient ça, excusez, la seule raison pourquoi tu prendrais ça, c'est quand une personne fait des infections à répétition. Mais dans quel autre cas tu peux prendre ça? Ben non, pas nécessairement. Oui, c'est une bonne utilisation quand une personne fait. Mais un dôme ouvert, quand tu n'as pas de perte en basse fréquence, par exemple, puis il y a une perte en haute fréquence qui n'est pas nécessairement super grande, mais que tu as besoin d'amplification. Mettons, tu n'as pas de perte jusqu'à, mettons, tu as une audition à 10 dB jusqu'à 1000 Hz. Puis après ça, tu as 2000, 4000, 8000, mettons, à 35-40. Tu vas utiliser un dôme ouvert, ça va fonctionner super bien, ça ne fidera pas, par exemple. Oui, mais encore là, tu dis un dôme ouvert pour quelqu'un qui fait de l'infection. Si j'ai une grande perte, je vais plutôt faire une ventilation dans mon embout, dans ma coquille, pour laisser respirer l'oreille. Parce que moi, je vois ça comme une solution plus rapide, on dirait. On dirait que c'est juste une solution plus rapide. Moi, je verrais... On dirait que la coquille, ça peut être tout le temps plus efficace qu'un dôme. Écoute, tu parles d'un converti. Oui, c'est effectivement, les manufacturiers ont fait des dômes parce que les audioprothésistes, pas en canadien, là, je ne parle pas du Québec, je parle au Canada, c'est que ça fait un appareillage qui est plus rapide. Entendez ça, j'ai ça ici, je vous mets un dôme, pif paf, je fais ça. Est-ce que je vais être aussi efficace? Dans certains cas, ce n'est pas un problème. Oui, ça va être aussi efficace. Dans certains cas, ça va être moins efficace, ça va prendre une coquille. C'est qu'il faut être capable de faire cette séparation-là entre le fait que, écoute, personnellement, à la clinique, moi, je n'ai pas de prothèse en stock. Fait que quand je fais pour faire un dôme, je vais commander la prothèse pour le patient. Je n'ai pas un stock où je peux faire de l'appareillage instantané. Puis tu vois, on va voir la semaine prochaine dans les modèles de prothèses, les Silk chez Signa qui sont des CIC instantanés avec des dômes au bout. Honnêtement, c'est les seuls CIC qui me font. J'ai une forme d'oreille particulière. Je ne serais pas capable d'avoir un CIC, mais ça me fait. Ça fait bien. On en fait parce que le CIC ne fait pas bien, mais j'ai besoin d'un CIC. Ce qui est particulier, c'est que Silk fait du bicross avec ça, ce qui est assez particulier pour du CIC. Mais c'est pas, ça a sa raison d'être, mais c'est pas une solution pour tout le monde. C'est du dôme, là, ça n'en est pas. Vicky et Dave avaient la main levée, puis on va prendre la pause parce qu'il est 9 heures. Je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez m'indiquer. Qu'il y avait une pause. Non, c'est bon. Vas-y, Vicky, je t'écoute. Moi, je me demandais, on parle des embouts coquilles, mais les embouts coquilles avec les embouts canal, là, qu'on peut mettre l'écouteur dedans, c'est quoi la différence?
Tu peux. En fait, compte, l'embout, puis l'embout canal, c'est que oui, on peut mettre des écouteurs dedans tout à fait pour utiliser avec des RIC. Là, quand je parle d'embout coquille, je parlais vraiment d'un embout pour aller avec une prothèse de type contour standard, d'un BTE qu'on appelle. OK. Alors qu'effectivement, avec un RIC, tu as tout à fait raison, l'embout canal va ressembler à une coquille qui va aller sur un RIC où on place l'écouteur dedans. Mais on va plutôt pour un RIC ou un RIP, on va appeler ça une coquille. On n'appellera pas ça un embout. Mais tu sais, je pense qu'il y a des écouteurs qu'on peut mettre comme dans l'embout, mettons, canal, là, tu sais, plein, là. Oui, mais ça, c'est une coquille. C'est pour ça, c'est fabriqué pour que l'écouteur aille dedans. Je ne pourrais pas prendre un embout coquille que je fais fabriquer chez Embout Québec, par exemple, puis mettre un écouteur dedans. Il faut que ça soit fait en conséquence parce que l'écouteur, le haut-parleur de la prothèse, a une forme particulière. Le tube sur un embout, il est rond. Fait que ça ne fitterait pas dedans. OK. C'est pour ça que là, je vous ai parlé des embouts. C'est vraiment les embouts pour les BTE standards. Alors que quand on va parler de coquille, qu'on va voir tantôt, ça ressemble. Effectivement, ça peut ressembler à un embout coquille, mais l'écouteur est fait, puis la coquille est fait, ça ressemble, mais il est fait pour la prothèse RIC. C'est beau, merci. Bienvenue. Dave? J'ai l'impression qu'on prend la pause. Là, j'ai dépassé les 9 heures. Là. On va prendre une petite pause. Dave? Ben, en fait, c'était plus c'était en lien un peu avec la question à Derek, là, dans le sens où oui, je suis d'accord que c'est plus comme une solution vite faite, là, les dons et tout, mais tu sais, si ton patient, il déteste ça, avoir des embouts là, qui, admettons, en acrylique ou en... Tout ça, ben, tu n'as pas le choix d'aller vers un dôme. Là. Absolument. Tu peux pas mettre un écouteur juste de même dans son oreille. Puis... Tout à fait, tu as entièrement raison. Tout à fait. Mais là, là, c'est l'exception. Ce n'est pas tous les patients qui n'aiment pas avoir des coquilles. C'est que les dômes, comme je disais, ont leur utilité. On a leur utilité audioprothétique. Donc, dans certains cas de surdité, c'est un dôme que tu places, tu ne mettras pas de coquille. Lorsque tu as une surdité plus importante, tu vas mettre une coquille, mais chez certains patients qui ne tolèrent pas de coquille dans leur oreille, tu vas utiliser un dôme. Tout à fait. Tu ne mets pas un écouteur, excusez l'anglicisme, lousse dans l'oreille de même, là, tu n'auras pas de rétention. Là, ça ne fonctionnera pas. Mais le dôme n'est pas la solution à tout. C'est ça que je veux dire. Et la coquille n'est pas la solution à tout non plus. C'est ce qu'on appelle l'emboutologie, ou ça peut être la coquillologie ou la domologie, mais ça n'existe pas, là. L'emboutologie, c'est vraiment le raccord entre la prothèse auditive et la portion dans l'oreille, que ce soit un dôme, que ce soit une coquille ou que ce soit un embout. Puis dans certains cas, tu dis, c'est contre la logique, je devrais mettre une coquille, mais là, je suis obligé de mettre un dôme parce que c'est le confort du patient, il n'est pas capable d'avoir quelque chose dans son oreille. Puis c'est correct comme ça. Le but, au bout de la course, c'est qu'il porte sa prothèse. OK, c'est bon. Donc, ça a les dômes ont leur utilité prothétique, puis leurs dômes ont leur utilité qui va être souvent de confort, disons ça comme ça. Ce n'est pas l'appareillage optimal, mais ça a quand même une utilité qui est importante. Fait qu'on se prend une petite pause, puis on se revoit dans à peu près 7-8 minutes, 8-10 minutes. C'est bon? Good! Tantôt. Patrice, si tu as une minute, j'aurais une question, moi, mais qui n'a pas rapport avec les embouts. Oui. J'ai une question par rapport à l'utilisation du RECD. On dirait que je le comprends super bien quand on veut travailler, par exemple, chez une clientèle pédiatrique parce qu'on va travailler une box. Mais, par exemple, quand vous allez, qu'on va livrer une prothèse puis qu'on va faire un speech map, là, qu'on va envoyer la parole faite, ben, on dirait que je comprends pas parce que tu as une sonde dans l'oreille. Fait que, on avait appris que c'était comme, je pense, pour faire la conversion des seuils audiométriques en des BSPL au tympan. On dirait que vraiment, dans cette situation-là, je comprends pas parce que on dirait que vu que tu as une sonde, tu vas déjà mesurer. Oui, en fin de compte, oui, je comprends ce que tu me dis parfaitement bien, Amélie. C'est que le RECD va influencer ta cible. Okay. Si tu as un RECD qui est moyen, tu peux mettre un RECD moyen dans la formule prescriptive, ça ne changera rien. Mais si tu as une perfo tympanique, tu vas avoir besoin de plus de gains. Si tu as un grand conduit auditif, si tu as un plus petit conduit auditif, c'est là que ça va avoir une influence. Donc, l'influence va être là parce que ta cible va être soit trop élevée ou trop faible. Parce que tu risquerais que si, par exemple, tu ne le fais pas puis que tu as un plus petit conduit, ben, tu risques de suramplifier, par exemple, sur l'ensemble de... Ben là, suramplifier, c'est un grand mot. Mais ton patient risque, tu vas dire, écoute, je suis sur mes cibles, théoriquement, j'ai un appareillage optimal. Le patient va te dire que c'est trop fort.
OK. Alors que si tu avais mesuré ton RECD, le patient ne dirait pas je peux qu'il te dise que c'est trop fort, même si tu as mesuré le RECD, là. Mais c'est beaucoup plus dans le cas où tu aurais, par exemple, une cavité mastoïdienne, perforation tympanique ou un très grand conduit auditif externe, ce qui va faire que là, tu risques de sous-amplifier. Là, tu te dis, ben là, pourquoi j'augmente? Pourquoi je suis au-dessus de mes cibles? C'est à ça que ça sert. Sauf que tu ne peux pas savoir si tu as un conduit ou un RECD près de la normale ou non, tant que tu ne l'as pas mesuré. OK. Et c'est là le piège, c'est qu'il faut faire attention de ne pas avoir de fuite en basse fréquence parce que tu vas trop amplifier les basses fréquences, le patient va se plaindre de bruit, et d'avoir ta sonde pas assez loin, donc tu vas avoir trop d'amplification en haute fréquence, puis le patient va se plaindre que c'est métallique. OK. Donc, c'est là. C'est pour ça que le RECD est à mesurer. Je te dirais que beaucoup de personnes ne le mesurent pas. Ils vont faire la mesure d'insertion. Oui, c'est ça. La mesure. Mais le RECD va amener des facteurs de correction, surtout dans le cas. Moi, je te dirais que tu as un patient qui a un tube transtympanique, prends le RECD, tu auras besoin de plus de gain. Fait que le patient, si tu ajustes aux cibles, il va te dire c'est pas assez fort. Tu as un patient qui s'attend, tu as pris l'impression, là, puis écoute, c'est à peu près la grosseur de ton pouce comme conduit auditif externe, je te soumets de prendre le RECD. Chez les enfants, d'autant plus que il faut mettre dans le vérifie l'âge du patient, tout ça, on va utiliser des DSL. Ça fait partie des facteurs de correction, comme le MLE. Il est où mon microphone? C'est un contour? C'est-tu un RIC? Est-ce que c'est un contour RIC, c'est derrière l'oreille, mais c'est un intra, c'est un CIC? Ça a une influence. Ça représente des fractions de dB ou 1 ou 2 dB. Mais si tu vas avoir un appareillage qui est vraiment optimal, selon la méthode prescriptive, le RECD fait partie des facteurs de correction. D'autant plus si tu as un gros conduit auditif. OK, c'est bon. C'est pour ça. Ah, merci. Bienvenue.
Bon, il va manquer 15 minutes. S'il y a des questions, désolé. Je pensais que je l'avais fait. Donc, ensuite de ça, on a des bouchons, ce qu'ils appellent Sky Comfort chez Signa. C'est un filtre Sanora qui réduit la pression au tympan. Ça diminue l'inconfort. En fin de compte, c'est le Sky Comfort, ça veut dire c'est des bouchons pour l'avion. Il y en avait, il n'y a pas si longtemps, qui étaient des bouchons one size fit all. On prenait, c'était Airplane Plug ou quelque chose comme ça. On en avait au bureau. C'est une espèce de membrane à l'intérieur qui fait l'équilibre de pression. Personnellement, depuis à peu près une quinzaine d'années, j'ai des problèmes quand je prends l'avion, surtout pas au décollage et à l'atterrissage. Je mange de la gomme comme un fou alors que je ne fais pas ça dans la vraie vie. Je ne suis pas quelqu'un qui mange de la gomme, mais quand je prends l'avion. Puis quand on pouvait voyager, je suis quelqu'un qui voyage quand même pas mal. Puis j'ai essayé ces bouchons-là, puis ça ne me fait pas. Je n'ai pas essayé les Sky Comfort que Signa fait. Mais j'avais essayé les autres types de bouchons. J'ai une collègue au bureau avec qui ça marchait. Moi, ça ne fonctionnait pas. Fait que de la gomme, j'en mâchais pas rien qu'un peu. Oui, Jonathan? Sanora, c'est quoi? C'est-tu juste leur brevet? Oui, c'est ça, exact. C'est de l'espèce de membrane. Comme on voit sur le bouchon ici, c'est l'espèce de truc qu'ils ont mis à l'intérieur. Ils appellent ça un filtre Sanora comme ça. Ils ont donné ce nom-là. C'est vraiment quelque chose qui fait l'équilibre de pression. Ça réduit les bruits ambiants dans l'avion, sauf que, personnellement, pour réduire les bruits ambiants, moi, j'ai des écouteurs que quand j'écoute, quand j'amène mon iPad, évidemment, en avion, je continue mes séries Netflix ou des films. Donc, j'ai des écouteurs avec réducteur de bruit. Puis souvent, quand je m'endors, de toute façon, j'éteins, mais je garde le on, fait que ça fait moins de bruit dans l'avion que d'utiliser des écouteurs de type standard. Puis ça n'affecte pas la communication avec les autres passagers ou avec l'hôtesse de l'air, avec les agents de bord maintenant. C'est pas des hôtesses de l'air, c'est plus comme ça que ça s'appelle. Avec les agents de bord, quand ils viennent te parler, s'ils ont besoin. Fait que ça a l'air que ça fonctionne bien. C'est fait sur mesure. Bouchon réducteur de bruit pour le sommeil. Atténuation d'environ 20 à 30 dB, mais il faut avoir des bouchons qui sont longs pour que ça soit jusqu'à 30 dB, ce qui est énorme, on s'entend. Avec tige d'extraction, c'est souvent des demi-conques, pleines conques moins, mais c'est des bouchons qui vont être vraiment sculptés à l'intérieur de la conque pour qu'on ait un confort qui est un peu plus grand. Je vous dirais, de plus en plus, on va utiliser le demi-conque pour avoir une bonne rétention. C'est quelque chose qui fonctionne. Quand on veut réduire le bruit, le conjoint qui ronfle, ça a une atténuation, mais encore là, c'est quelqu'un qui ronfle à 90 dB, j'ai une atténuation de 20, ça fait 70 décibels pareil. Change de chambre, mon chéri, parce que c'est trop bruyant. Oui, parce que c'est toujours mon chéri qui ronfle. Ma chérie peut ronfler, mais des fois, on trouve ça cute. Fait qu'on se plaint moins des gars, mais c'est go filles, ça dépend. Mais c'est toujours les gars qui ronflent. Fait qu'il faut faire attention à ça. Fait qu'on a du demi-conque, plein de conque, et c'est vraiment moulé. Je vous dirais que les bouchons, quand j'ai des personnes qui viennent pour des bouchons pour la moto, je leur demande toujours quel type de casque ils utilisent. S'ils utilisent un casque de style full face ou une espèce de bol de toilette, un casque bol, c'est juste où tu as les oreilles libres, ça va influencer le choix des bouchons. Si tu utilises un full face, les oreilles sont plus comprimées. On va avoir tendance à utiliser, par exemple, un bouchon de type sommeil parce qu'il faut que ça soit confortable dans les oreilles. Alors que si tu utilises un casque de type bol parce qu'il conduit une moto, peu importe, ça n'a pas d'importance. Là, on pourrait utiliser, par exemple, des pleines conques. Parce que là, on n'aura pas l'enjeu du confort physique par rapport au casque. Donc, c'est une question à poser, quel type de casque il utilise. Puis je vous dirais que souvent, s'il utilise une moto de type Harley, par exemple, ou Triumph, ou des un peu plus vieux modèles comme ça, je ne connais rien en moto, j'en ai pas, là. Je connais les Harley, j'ai une tante qui en a déjà eu, une tante et un autre. Donc, ils n'utiliseront pas un casque de type full face, là. C'est plus la liberté de sentir la vibration et tout ça, fait qu'ils vont avoir plutôt des casques de type bol, de type plus particulier, là, mais c'est pas. J'en ai rarement vu. Puis quand on se promène aux États-Unis, tu arrives au New Hampshire, là, ils ne portent plus de casque. Au Massachusetts, ils en portent, mais au Vermont, ils en portent, mais au New Hampshire, ils n'en portent pas. Et vous savez, la devise qui est imprimée sur les plaques au New Hampshire, c'est Live Free or Die. Je trouvais ça un peu intense. Ouais, c'est ça. T'sais, on trouve qu'il y a des rednecks en Caroline du Nord et en Caroline du Sud qui font du moonshine, là. Je vous dirais qu'au New Hampshire, c'est la place à vivre parce qu'il y en a des pas pires là aussi. Là. C'est pas avec des racks en bois, avec des pistolets ou des guns dans les pick-up. J'ai déjà vu ça à Okissette, c'est assez. Mais c'est des gens qui sont super attachants.
C'est pas, mais à Oxford, où il y a une espèce de gros duty-free quand tu arrives avant d'arriver au Massachusetts pour faire le plein, là, c'est particulier. Les paysages sont magnifiques là, quand tu passes par le New Hampshire. Au Vermont, sont très beaux aussi. Là, mais New Hampshire, c'est plus particulier. C'est des gens attachants, des gens accueillants, mais c'est comme live free or die. Il n'y a pas de taxe fédérale au New Hampshire. Il y a juste la taxe fédérale. Il n'y a pas de taxe comme nous autres, on a la TVQ. Là, ça n'existe pas là-bas. Mais c'est un endroit qui est magnifique. Les montagnes, les paysages sont très, très beaux. Bon, trêve de bouchon industriel. Pour le bruit, donc, une pleine compte, quand on a quand même assez long, on peut aller chercher pratiquement jusqu'à 35-40 dB d'atténuation. Il y a deux types de filtres qui existent, qui sont moins utilisés maintenant, mais qui existent encore. On les trouvait chez Microsonic, donc le filtre sonique. Donc, tu as une écoute normale à faible intensité, puis tu as une valve. Entre autres, on les utilisait beaucoup pour les armes à feu. Donc, on a une valve qui se ferme automatiquement lorsqu'il y a un coup de feu qui arrive. Donc, sauf que c'est que 17 décibels d'atténuation. Donc, c'est quelque chose qui, je ne sais pas, avec la pression de l'air ça amène une fermeture. Sauf que pour les armes à feu, je vais être honnête avec vous autres, c'est des coquilles qu'on va utiliser. Puis, j'ai des patients qui font du tir sportif, qui vont utiliser et des bouchons et des coquilles. Maintenant, on a des coquilles actives aussi. Donc, des atténuateurs de bruit qui sont électroniques, comme on va utiliser, par exemple, pour ceux qui travaillent sur les pistes d'avion, dans les aéroports. Donc, on a cette atténuation active-là. Donc, les gens qui font du tir sportif sont souvent équipés d'une façon efficace. Et le fil Hooks, c'est le même principe, mais lorsqu'il y a un coup de feu ou des niveaux de bruit dangereux, c'est qu'à l'intérieur, il y a une espèce de production de chaleur avec le changement de la protection sonore et ça bloque complètement. C'est encore là 17 dB, donc on utilise à peu près pas ça pour le bruit. On va utiliser plutôt vraiment soit des coquilles ou des bouchons de type pleine conque, bouchés complètement pour avoir une meilleure protection à ce niveau-là. Protection auditive électronique, comme on peut voir, on en a pour les chasseurs, les travailleurs industriels, les militaires, les policiers, les gens qui travaillent dans les aéroports. Donc, on a vraiment quelque chose qui va être soit moulé sur l'oreille ou ça existe aussi en contour d'oreille. J'ai vu des trucs particuliers chez La Tulipe, par exemple, la boutique de plein air de chasse et pêche qu'on a à Québec. Puis ça existe juste à Québec. Là, pour ceux qui viennent des régions à l'extérieur, il y a un La Tulipe à Québec, là, c'est à la rue Saint-Vallier. Si tu veux des trucs de chasse et pêche, c'est là que tu vas. Et ils vendent ce type d'atténuateur-là pour les chasseurs. Donc, c'est très efficace. Je vais être honnête avec vous autres. Là. Bouchon de natation prévient l'entrée d'eau par le conduit auditif externe pour les gens qui ont des perforations transtympaniques, des tubes transtympaniques, des perfos tympaniques, infection du CAE, otite du baigneur, des gens qui ont de la difficulté à nager en eau froide. Moi, j'ai des gens, nous autres, nos 2 bureaux sont pas loin de l'Université Laval, puis on a des gens qui nagent beaucoup, qui développent des otites du baigneur, donc ils viennent nous voir, ils veulent des bouchons, ils veulent qu'il y ait moins d'eau qui rentre à l'intérieur des oreilles. Donc, c'est pratique. Évidemment, dans les options, tu as le flottable, tu peux placer une corde, surtout chez les jeunes enfants. Il faut que ça soit flottable, la poignée d'extraction. Évidemment, quand ils sont plus vieux, il faut faire attention, ils ont tendance à les enlever. Ça peut venir à une multitude de coloris. C'est pratique. En bout de journaliste ou de policier, c'est que ça communique directement, c'est branché directement à l'appareil de communication afin d'entendre discrètement l'interlocuteur. Sauf que des lecteurs de nouvelles, nos anchormen and women qu'on a à la télé, ils deviennent de plus en plus sourds. Bernard de Rome, à la fin de sa carrière, son écouteur dans les oreilles était tellement fort que quand il lisait les nouvelles, on entendait le réalisateur parler. C'était complètement fou. Je ne dirais pas qu'il est sourd comme un pot, Bernard de Rome, mais il y a une sourdité importante. Les animateurs de radio ont ce problème-là aussi. Ils mettent énormément leurs écouteurs forts, donc ils développent des surdités parce qu'ils veulent s'entendre. Mais nos anchormen, anchorwomen qu'on a, là, c'est nos lecteurs de nouvelles, là, ils développent ça. Les pilotes de course, comme on peut voir, c'est directement, c'est un couplage, un système de communication sans fil. Ça existe, malgré que la communication avec fil est plus efficace. Ça permet la communication avec l'équipe. Il y a des sites web, entre autres, là, qui nous donnent les communications en temps réel. C'était au Grand Prix d'Autriche où il faisait très chaud, puis c'était Verstappen qui disait à son équipe, les boys, puis il était tout seul, il était comme 3e, puis il était tout seul dans son monde, puis il communique avec l'équipe. Les gars, il fait chaud aujourd'hui, n'oubliez pas de vous hydrater, de bien vous laver les mains. C'était pas. Tu sais, le gars, il pilote quelque chose à 250 km/h, tu sais, il a le temps de niaiser. Des actes assez. J'adore la Formule 1, j'adore le baseball, mais la Formule 1, j'aime bien.
Fait que c'était l'embout de réceptionniste, donc ça permet de communiquer. On peut le brancher avec un écouteur sans fil ou avec un casque d'écoute. Moi, au bureau, les filles utilisaient plutôt un casque d'écoute au lieu d'avoir quelque chose qui est dans les oreilles fait sur mesure, pas qu'on ne serait pas capable de le faire, parce qu'ils sont capables de l'enlever quand on vient pour se parler. Fait que nous autres, chez nous, qui utilisent plutôt chacun un casque d'écoute plus efficace pour eux autres. Mais on pourrait le voir et avoir directement le petit écouteur avec branché directement. L'embout de stéthoscope, comme on peut voir, c'est que c'est conçu pour le CIC. C'est pour ça qu'on a un truc qui est creusé ici au bout. Et on met la portion, l'embout du stéthoscope directement à l'intérieur de l'oreille. Les embouts pour écouteurs personnalisés, on le voit ici, malgré qu'on utilise moins, qui est la deuxième image, c'est que tu es capable de brancher un écouteur bouton, pas un écouteur bouton, mais une oreillette dedans, sauf que maintenant, les oreillettes sont plus faites rondes, comme nos anciens écouteurs d'iPhone, les nouveaux écouteurs, parce que j'ai du Apple, mais les nouveaux écouteurs sont plutôt désaxés, sont plus ovales, fait que ça se branche moins. Puis, comme je vous parlais, là, le système de communication, là, dans l'image du bas, pour une réceptionniste, par exemple, pour un contrôleur aérien, pour peu importe, là, des gens qui ont besoin de communiquer, là, ça peut être soit de type Bluetooth ou avec un fil. Donc, on branche directement, mais c'est plus lourd à l'oreille, fait que faut faire attention. On vous parle, donnez-moi peut-être 5 minutes où on va revenir. Il me reste combien de diapos? Je me suis emporté un peu plus. On va commencer le couplage acoustique, c'est pas très long. Donc, dans le couplage acoustique, on a une influence sur les basses fréquences, les fréquences moyennes, les hautes fréquences et l'ensemble du spectre fréquentiel. Et quand on parle de couplage acoustique, on peut parler des évents qui ont un effet sur les basses fréquences, les filtres qui ont un effet sur les fréquences moyennes et les tubes qui ont une influence sur les hautes fréquences. Donc, les évents, on sait ce que c'est. C'est une ouverture au niveau de la coquille ou de l'embout qui permet un échange d'air entre l'extérieur et les cavités résiduelles du conduit auditif externe. Ça réduit l'amplification en basse fréquence, ça prévient l'effet d'occlusion, ça réduit la sensation de blocage provoquée par la fermeture du conduit. On a aussi, si l'évent est très grand, une transmission naturelle des sons ne nécessitant aucune amplification. On se reporte au niveau des embouts au départ, où on avait des embouts qui étaient extrêmement ventilés ou les tube holders. Puis une aération de l'oreille pour des raisons médicales, donc si on avait des écoulements, par exemple. Donc, les évents servent à ça. Donc, on a les évents de décompression, les évents acoustiques et les évents variables. Les évents de décompression, c'est petit. C'est vraiment juste pour éviter l'effet d'occlusion, l'effet de blocage dans l'oreille. L'évent acoustique, lui, a vraiment un effet sur l'amplification en basse fréquence. Et les vents variables, donc ce qu'on appelle les SAV, donc c'est vraiment une ouverture qui est beaucoup plus grande. On utilise de moins en moins les SAV, je vous dirais. Donc, par contre, la réduction de l'amplification en basse fréquence entre 200 et 700 Hz est en fonction du diamètre de l'évent et de la longueur de l'évent. Plus le diamètre est petit, la fréquence de coupure va être basse, mais en général, l'évent doit être plus grand de 1 mm pour avoir une réduction de gain significative. Si j'ai un évent de 0,8 mm, 0,7 mm, c'est un évent de décompression. Je n'ai aucune influence sur le son. Il faut vraiment dépasser 1 mm pour commencer à avoir un effet. Puis évidemment, plus il est petit, moins l'effet est grand. 3 types de configuration. Donc, on a l'évent de type parallèle, qui est le plus fréquent. Celui qui est en diagonale, ça peut affecter les hautes fréquences. Le problème, quand on a ce type d'évent-là dans un embout, par exemple, c'est que là, il faut faire attention de ne pas boucher l'évent avec le tube. Donc, c'est moins pratique. Et on a l'évent externe. C'est moins fréquent avec les prothèses contour d'oreille, donc avec les embouts, à moins d'avoir un embout qui est très petit. C'est fréquent avec les coquilles et dans les RIT, les RITA, c'est fréquent avec les intras. L'inconvénient avec un évent externe, c'est qu'à un moment donné, le conduit auditif finit par colmater le trou. Donc, la peau, le conduit se moule à ça. Et ce que ça fait, c'est que lorsqu'on vient pour prendre l'impression, là, j'ai comme déjà la cavité, puis faire d'autres évents externes, on n'arrivera pas au même endroit, c'est douloureux. Ça fait bien la première fois, mais un évent externe, on va y aller vraiment avec un évent parallèle, qui est l'évent le plus efficace et qui nous offre la meilleure configuration. Donc, comme on peut voir, l'évent de décompression, donc on voit là, un évent ouvert a énormément de modifications sur les basses fréquences. Un évent de décompression, en fin de compte, c'est que quand ta surdité, quand ton audition, c'est de la façon qu'il faut lire le graphique, c'est que
Si mon audiogramme se situe ici, c'est mes basses fréquences, je vais utiliser un évent ouvert. Si mon audiogramme se situe entre 35 et 45, mon audiogramme en basse fréquence, donc je l'ai à peu près jusqu'à, bon, c'est 750, là, j'ai peut-être jusqu'à 800. Donc, je vais utiliser un évent moyen ou grand. Si entre 55 et 75, un évent petit, puis 75 au-dessus, un évent de décompression ou aucun évent. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Mes basses fréquences se situent où dans mon audiogramme, ce qui va me guider pour utiliser mon évent ou choisir la grosseur de mon évent. Les filtres, c'est une résistance acoustique positionnée soit au niveau du coude, du tube ou de l'embout. On en a déjà vu dans les embouts. Ça modifie la réponse en fréquence, donc ça réduit les pics indésirables dans la courbe de réponse en fréquence, particulièrement entre 1000 et 3000 Hz. Pourquoi? C'est que ça nous fait une amplification qui est plus douce, donc on a l'atteinte du gain désiré. Des fois, ça va nous prévenir de la rétroaction. Puis ça donne une gamme dynamique, donc l'ajustement de notre sortie maximale va être plus grand. Souvent, maintenant, ce qu'on va le voir, on va le voir surtout au niveau des coudes, particulièrement chez les enfants. Et on va voir, entre autres, les filtres de Etymotic Research. C'est des filtres qui sont un peu plus particuliers, puis on va le voir. C'est vraiment l'appareillage. On l'utilise moins maintenant, mais c'est un moyen mécanique pour nous aider si on a des pertes inversées, par exemple. Donc, oui, nos algorithmes nous aident, mais des fois, on va être capable d'aller utiliser ces types de filtres-là qui peuvent être intéressants. Donc, le filtre, comme on vous disait, si on le place au niveau du tube, plus la résistance est élevée, puis elle est faite en ohm, OHM, un peu comme la résistance électrique. Donc, ce que ça vient faire, comme on voit dans l'image du bas, c'est que ça vient rendre une amplification qui est moins en pic comme ça, mais qui est beaucoup plus douce. Donc, plus la résistance est élevée, plus importante est l'atténuation, puis plus le filtre est situé près de l'embout, donc plus on descend à l'intérieur du tube, ce qui est plutôt rare, là, mais plus on descend, plus importante est l'atténuation. Mais on ne fera pas ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt augmenter la résistance du filtre pour avoir une atténuation qui est plus grande. Pourquoi j'utiliserais un filtre et pas mes algorithmes dans la prothèse auditive? Quelqu'un qui a un champ dynamique très, très pincé, donc très faible, pas très grand. Donc là, même mes algorithmes, là, le patient souffre d'inconfort à ce niveau-là aussi. Donc, mes algorithmes m'en donnent, mais je vais ajouter des filtres. Des fois, ça arrive. On est obligé de faire ça avec des patients. Au niveau des tubes, donc, l'augmentation du diamètre d'un tube augmente le gain en haute fréquence, alors que sa réduction entraîne l'effet opposé. Ce que ça veut dire, c'est que le diamètre de mon tube, on met toujours un tube 13 à l'intérieur d'un embout. Mais plus je vais augmenter le diamètre de mon tube, donc aller jusqu'à un tube Libby, par exemple, parce qu'il y a un effet de trompette, donc ça va changer mes hautes fréquences. Le tube régulier, c'est du 13. J'ai du tube qu'on appelle dry. Je ne le traduirai pas du tube sec. C'est un peu une traduction un peu bizarre. C'est utile pour prévenir la condensation. Donc, j'ai des patients chez qui on utilise du tube dry parce que pour eux, c'est avec le travail qu'ils font, la transpiration passe à travers le tube, une gouttelette d'eau s'installe et ça vient bloquer le tube. J'ai du tube, ce qu'on appelle heavy wall et super heavy wall ou double wall et heavy wall. Donc, c'est la portion, le diamètre externe est plus épais. C'est du tube 13 standard, mais le tube est plus épais. Donc, pour éviter un feedback qui viendrait du tube, on va utiliser ce type de tube-là. Oui, Dave? Je sais qu'en aide 1, on avait aussi le tube Libby Horn. Oui, c'est ça, le tube Libby. C'est que lui, au bout, c'est du tube 13, mais au bout, c'est une trompette, si on veut. Donc là, ça amène une hausse dans les hautes fréquences. Il est vraiment bâti comme ça. Là. Okay, ça ressemble à... Je le demandais parce qu'en fait, il n'était pas marqué dans le tube. Qu'est-ce que c'est parce qu'il ne faut pas le savoir? Moi, je pense que j'y viens avec peut-être une diapo ou deux plus tard, je pense. Ah, okay. Le tube Libby, ça ressemble, ça a quasiment la forme d'un saxophone, là, comme on voit un saxophone. L'embouchure est plus petite, puis ça grossit au bout. Là, ça a vraiment cette forme-là. Okay. Et le tube lock, qui est la rétention du tube dans un embout en silicone, parce qu'on ne peut pas utiliser de colle, donc c'est un truc qu'on rajoute à ce niveau-là. Les variables affectant les caractéristiques acoustiques, donc la longueur de la portion du canal ou de l'embout ou de la prothèse auditive personnalisée d'un type intra produira une augmentation du gain et de la sortie maximale. Donc, plus ma prothèse est longue, plus je vais avoir un effet sur le gain de la prothèse auditive. Utilisé principalement pour augmenter le gain en haute fréquence ou le gain global lorsque la perte auditive est importante. Donc, lorsque j'ai une perte qui est vraiment importante, je vais prendre une impression qui est beaucoup plus longue pour aller porter le son le plus possible pour aller chercher
un gain un peu plus élevé. L'augmentation du gain sera en fonction du différentiel de volume au niveau de la cavité résiduelle. Comme on peut voir dans les deux images, j'ai l'image de dessin est un peu poche, là, mais ça montre bien ce que ça veut. C'est que si j'ai une prothèse plus courte, mon volume de résiduel est moins grand, donc je vais avoir une amplification qui va être plus normale. Si je mets vraiment quelque chose qui est très long, là, à ce moment-là, je vais aller chercher un boost de gain à l'intérieur de la prothèse. Je pense, Dave, effectivement, tu as raison, je ne pense pas parler du tube Libby. J'y reviendrai juste à la fin. Donc, aussi, les variables qui affectent les caractéristiques acoustiques dans l'effet Larsen, mauvaise étanchéité de la coquille ou de l'embout, grande différence de volume entre bouche ouverte et bouche fermée. Et ça, des fois, on va le voir. Au niveau de la physionomie du conduit auditif, là, on a vraiment l'articulation temporomandibulaire. Le patient ouvre, là, puis on voit comme une espèce de truc qui grossit. Donc, on prend une impression bouche ouverte, ça peut arriver. Au positionnement de l'écouteur, il faut faire attention lorsqu'on prend nos impressions. On dit toujours de prendre l'impression après le deuxième coude parce que là, on va avoir vraiment une bonne direction. Si on arrive dans un mur du conduit auditif externe, on risque d'avoir un feedback. La grosseur de l'évent, bouchon de cérumen, mauvaise insertion, évidemment, bris mécanique, ça a une influence à cet égard-là. Donc, c'est vraiment toutes les caractéristiques qui au niveau acoustique, vraiment le feedback qui pourrait arriver, là, c'est vraiment c'est faux. Volume trop élevé, on pourrait le rajouter. Maintenant, c'est moins parce qu'on a moins de volume, on a moins de boutons de volume sur les prothèses. Les patients l'ont via la télécommande, mais lorsqu'on met la prothèse, on est au niveau normal. Donc, c'est vraiment mauvaise étanchéité de la coquille, de l'embout, grande différence de volume. Ça peut arriver. Positionnement de l'écouteur, ça, il faut faire attention si on prend des impressions trop courtes. C'est quelque chose qui peut être très fréquent. La grandeur de l'évent, on a mal choisi. Cérumen, évidemment. Insertion et bris mécanique. Donc, comme on peut voir la position de l'écouteur, là, si on voit sur l'image 2, là, on arrive vraiment dans le conduit. Vraiment sur un mur, ça va provoquer un feedback parce que le son frappe le mur du conduit auditif externe, ressort par l'évent. Donc, important de bien visualiser ça puis d'être sûr qu'on est bien correct. Les solutions, dans ce cas-là, refaire une impression plus longue, donc c'est quand même... puis de s'assurer, ou la faire vraiment beaucoup plus courte. Si on a une bonne rétention, ça peut être aussi une solution. Donc, c'est quand même important. Variable affectant les caractéristiques acoustiques dans l'effet d'occlusion. Donc, l'effet d'occlusion, c'est l'augmentation de la perception des basses fréquences. On pourrait avoir une transmission osseuse via les mouvements du cartilage qui produit une vibration dans l'air dans la cavité résiduelle. C'est plutôt rare, là, mais c'est vraiment parce que j'ai l'oreille bouchée, ma voix est écho, c'est comme si je parlais la tête dans une chaudière, comme le bonhomme carnaval, pour ceux qui restent à Québec. Donc, on va avoir ça. Donc, la solution, ça va être d'avoir un évent plus grand, d'avoir peut-être une prothèse moins longue ou une coquille ou un embout moins long, de peut-être y aller avec un dôme, ça pourrait être une solution si la coquille est vraiment embêtante à ce niveau-là. Ça peut être une solution également. Donc, dans l'appareillage ouvert, on a les avantages et les inconvénients. Quand on parle d'appareillage ouvert, c'est vraiment avec une coquille qui est vraiment très, très ouverte ou avec un dôme. Donc, faut le voir, là, ça a il y a des avantages dans l'appareillage ouvert, mais il peut y avoir des désavantages. La limitation du gain, ça diminue l'effet d'occlusion, mais il faut faire attention, ça diminue l'amplification en basse fréquence si jamais j'en ai besoin. Ça fait passer naturellement les sons de l'environnement et la parole en basse fréquence, mais ça diminue l'effet de certains algorithmes. Par exemple, les réducteurs de bruit fait que le bruit naturel qui rentre dans l'oreille, parce que c'est quelque chose qui est ouvert, donc la directionnalité aussi. Fait que, si c'est très ouvert, la résonance naturelle de l'oreille peut être conservée, mais si le délai de traitement est plus long, le patient pourrait sentir un écho dû à l'écart de temps entre les deux signaux. C'est rarement une plainte des patients, mais ça pourrait arriver. Puis l'aération de l'oreille pour des raisons médicales, bien évidemment, le signal amplifié, celui non amplifié, peut générer des effets de sommation non désirés. C'est pas fréquent, mais les deux signaux s'additionnent, donc on pourrait avoir, mais des fois, il faut faire contre mauvaise fortune, bon cœur à ce niveau-là. Quelqu'un m'a posé la question, on a un examen dans 2 semaines. Est-ce que l'examen va être à livre ouvert? La réponse est, je ne sais pas, je vais vous le dire la semaine prochaine. J'aurais tendance à dire oui.
Donc, ça va être plus des mises en situation qui vont me permettre de mesurer si vous avez bien compris certaines notions. Évidemment, l'examen va se faire, je vais vous envoyer une copie de l'examen, fort probablement une copie Word. Vous allez faire l'examen, puis vous allez le mettre dans la boîte de dépôt qui va être à cet effet-là. Évidemment, vous allez devoir être devant votre caméra et je veux vous voir pour l'examen. Il n'y a aucune caméra fermée. Évidemment, vous devez être seul. C'est pas, je peux comprendre, Caroline et Patrice tantôt étaient pour le cours étaient ensemble, c'était correct. C'était pas, mais l'examen ne pourrait pas se faire comme ça. Donc, vous devez être seul, caméra ouverte, microphone fermé. Si vous avez des questions, vous allez utiliser le chat pour me poser la question. Puis si c'est une question d'ordre général, je vais vous interrompre et je vais vous répondre. On a fait l'examen synthèse de programme l'année passée comme ça. Donc, on s'en est quand même relativement bien sorti. Là. Puis, au lieu de faire un examen sur forme, par exemple, si votre connexion Internet plante, vous perdez vos réponses, ça peut être un peu. Fait que, je vous enverrai plutôt une copie Word, vous la remplissez et vous la mettez dans la boîte de dépôt. Donc, évidemment, cet examen-là va être brûlé puis je ne pourrai plus jamais l'utiliser. Si jamais vous en gardez une copie, je vous demande de détruire la copie et de ne pas la garder. Là. Mais on va. Donc, ça serait plus dans cette optique-là. Pour ceux qui sont au service adapté et qui ont des mesures d'adaptation, faites la demande pour l'examen. Si vous avez du temps supplémentaire, je vais adapter. Je vais faire une première fermeture de l'examen parce que l'examen va durer 2 heures. Vous avez 2 heures pour le faire. Ceux qui ont des mesures d'adaptation, qui ont, mettons, la moitié du temps de plus, donc 3 heures. Pour ceux qui ont le service adapté, vous n'aurez pas à vous soucier. Ceux qui n'ont pas le service adapté devront déposer l'examen à 9 heures, à 10 heures maximum. Et pour le service adapté, j'ouvrirai ensuite de ça. Je changerai la boîte de dépôt pour l'ouvrir plus longtemps pour que vous puissiez déposer l'examen jusqu'à 10 heures. Myriam, tu avais la main levée. C'était-tu par rapport à ça? Oui, c'est bon. Caroline? Les femmes avant, Derek. Oups. Habituellement, en fait, quand on a plus de temps, à l'école, on peut aller à l'école plus tôt. Sauf que là, vu que c'est en Zoom, nous, on a un cours après en aide auditive. Vous avez un cours à 10 heures? En audiométrie, excuse. OK, excusez, là, c'est pas votre audiométrie, ça s'en vient, il est 10 heures. Vous dire à eux que c'est de ma faute. Écoute, Caroline, je vais y penser. Il faudra juste peut-être pour le temps précédent, vous commencerez à 7 heures. Pour le service adapté, puis pour ceux qui sont au service adapté, faites la demande, c'est important pour que je puisse savoir. Puis je m'installerai à 7 heures avec vous autres, fait que votre boîte de dépôt sera à 10 heures comme tout le monde pour que vous puissiez déposer l'examen. Merci de me le mentionner, Caroline. Faites vos demandes, moi je vais les accepter, puis Fait qu'évidemment, si on est allé vous voir, vous avez le droit à vos notes, vos dictionnaires, toutes vos patentes, fait que c'est pas vraiment un problème. C'est plus de la mise en situation qui vous permettra de valider votre compréhension. Dave, tu avais une question? Oui, en fait, l'examen, c'est dans 2 semaines ou dans 1 semaine? 2 semaines, il me semble que c'est le 5 octobre, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein? Je vais le marquer le 5, si jamais je regarderai le plan de cours. Il me semble que c'est le 5, il me semble que j'ai vérifié hier. J'avais marqué le 5. 5, hein? C'est ça, il me semble que j'ai vérifié hier parce que j'étais en train de regarder ça. Je disais, l'examen, c'est quand? C'est la semaine prochaine, je vais vous poser la question. C'est le 5. Fait que vous m'excusez auprès de Hugues. Patrice, juste 2 secondes. Est-ce que Est-ce que tu mets des exercices de révision avant l'examen? Juste pour qu'on voit je pourrais peut-être vous en mettre quelques-unes. Je ne l'ai jamais fait. Okay. Surtout que là, il faut que je compose l'examen au complet, puis c'est des mises en situation. Je pourrais vous en mettre une comme exercice pour la semaine prochaine. Ouais, à quoi ça peut ressembler, juste parce que c'est vrai, vous n'avez jamais de travaux d'examen avec moi, fait que vous ne savez pas comment je pose mes questions et tout ça. Ça peut être le premier examen, après ça, vous allez le savoir. Là, ça va être plus simple. Oui, je comprends. Merci, Derek, que je vais travailler là-dessus fin de semaine prochaine pour vous en déposer une, à quoi ça peut ressembler. Super, merci. C'est bon? C'est beau. Parfait. Fait que je vous souhaite un bon cours, puis si Hugues se plaint, ben vous direz qu'il m'écrive. Salut tout le monde. Patrice? Oui? Est-ce que tu accepterais qu'on fasse imprimer l'examen et qu'on écrive en main puis qu'on te le scanne, mettons? Ou tu penses que ça va être trop flush dans le temps? Tu risques d'être flush dans le temps. Normalement, tu vas avoir assez de temps pour faire l'examen. C'est parce que le problème, c'est que l'examen, toi, tu vas y avoir accès à 8 heures le matin. Le temps que tu l'imprimes, c'est pas tu as 2 heures pour faire l'examen. L'examen, théoriquement, ne prendra pas 2 heures à faire. Je vais être honnête, là. C'est la paperasse autour qui va...
C'est ça, tu sais, j'aurais peur. OK. Je préférais que tu le télécharges sur ton ordi en Word. Si ta connexion Internet plante, ça n'a pas d'importance. Tu en as juste besoin pour redéposer l'examen. OK, parfait. Et ça risque d'être plus simple comme ça. Caroline? OK, merci. Au service adapté, là, justement, là, penses-tu qu'il y a une possibilité qu'on va pouvoir aller le faire au service adapté et par écrit? Parce qu'il y avait comme il y avait été question de ça avec justement les services adaptés là, qui n'étaient pas certains, ça dépendait. Bon. Faudrait que tu poses la question, Caroline. Je ne pourrais pas répondre pour les services adaptés. OK, moi, Sylvie me disait qu'elle pouvait, mettons, te le numériser après, tu sais, quand je donne ma copie papier. Écoute, s'ils te permettent d'aller, mettons, au service adapté, de faire l'examen, puis tu le fais sur papier, puis elle me le scanne, elle me l'envoie par courriel, j'ai pas de problème avec ça, là. J'ai pas de... Fait qu'évidemment, ça sera de faire la demande au service adapté, puis, tu sais, la semaine prochaine, on pourra en discuter, puis on s'adaptera en conséquence. C'est pas un problème. OK. Fait que toi, dans le fond, l'examen dure vraiment 2 heures. Donc, parce que des fois, on donne 2 heures. Non, il dure 2 heures. Il dure 2 heures. Il dure 2 heures. Supplémentaire. OK. Ouais, ça veut dire qu'on se verra à 7 heures parce que j'avais un cours après. Là. Okay. Moi non plus. Je suis debout, c'est pas un problème. OK. Bon, mais c'est parfait. Je te remercie. Good. Merci. Bye bye.